La radio grésillait avant que la voix paniquée de Lisa Cooper, garde forestière, ne parvienne à la base. Ici Cooper. Ils nous ont encerclés à Aspen Ridge. Ils sont 5, la meute fantôme. Les moyens de dissuasion habituels ne fonctionnent pas, sa respiration était saccadée dans la transmission, tandis que le soleil matinal projetait de longues ombres sur le paysage asséché de Yellowstone. Les loups encerclaient son véhicule de patrouille depuis 20 minutes. Leur comportement ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait vu en 20 ans de carrière. Ils se coordonnent, murmura-t-elle. Ils se déplacent comme s'ils nous chassaient spécifiquement. À travers ses jumelles, le directeur Winters observait depuis la crête le mâle alpha gris massif, avec sa cicatrice faciale distinctive, s'avancer, non pas en chargeant, mais avec une précision calculée. 3 gardes forestiers avaient déjà été hospitalisés le mois dernier. Le touriste Richard Morris portait encore des bandages suite à sa rencontre. Cooper, repliez-vous si possible. Des tireurs d'élite sont en route, ordonna Winters, sa voix grave. La radio resta silencieuse pendant 3 longues secondes. Cooper, vous me recevez. Seul un grésillement répondit. Puis, un long hurlement glaçant résonna dans la vallée. N'hésitez pas à aimer et à partager vos réflexions dans les commentaires, ainsi que la ville d'où vous regardez. Continuons maintenant l'histoire. Le parc national de Yellowstone, étendu sur le coin nord-ouest du Wyoming, tel un cœur sauvage battant au milieu du paysage américain. Autrefois foisonnant de vie, le parc souffrait maintenant de la pire sécheresse depuis 50 ans. Les cours d'eau s'étaient réduits à de maigres filets d'eau boueuse, les prairies étaient sèches et cassantes, et la faune était de plus en plus désespérée. Ce désespoir s'était manifesté de la manière la plus dangereuse sous la forme de la meute fantôme, 5 loups gris qui avaient abandonné leur schéma de chasse habituel pour faire preuve d'une agressivité sans précédent envers les humains. Dans sa modeste cabane à l'extrémité du parc, Sarah Williams, 8 ans, était assise en tailleur sur le sol de sa chambre, entourée de cahiers remplis de loups dessinés avec une méticulosité extrême. Ses petits doigts traçaient les contours du mâle alpha qu'elle avait esquissé de mémoire après l'avoir aperçu à travers la longue vue de son père le mois dernier. Contrairement aux autres enfants de sa classe de 3e année qui craignaient la tristement célèbre meute de loups, Sarah ressentait un étrange lien avec eux. Sarah, le petit déjeuner, appela le docteur Michael Williams depuis la cuisine. À 42 ans, Michael avait le visage buriné d'un homme qui passait la majeure partie de sa vie en plein air. En tant que biologiste en chef de la faune de Yellowstone, il avait consacré sa carrière à la compréhension et à la protection de l'écosystème délicat du parc. Après avoir perdu sa femme, Elizabeth, dans un accident de voiture près du territoire des loups du parc il y a 2 ans, Michael s'était jeté à corps perdu dans son travail. Alors que Sarah avait développé un intérêt presque obsessionnel pour les loups, en particulier la meute fantôme, Lisa Cooper, la garde forestière, avait survécu de justesse à sa rencontre à Aspen Ridge, se repliant dans son véhicule lorsque les loups s'étaient temporairement dispersés au son des hélicoptères qui approchaient. Maintenant, elle était assise dans le bureau de la directrice Patricia Winters aux côtés de James Thompson, un jeune garde forestier dont le bras était toujours en écharpe suite à l'attaque précédente de la meute. « Il nous chasse », insista Lisa, ses mains, habituellement fermes, tremblant légèrement alors qu'elle acceptait une tasse de café. « J'ai travaillé avec les loups pendant 20 ans et je n'ai jamais vu un comportement comme celui-ci. Ils se coordonnent, ils anticipent. C'est comme s'ils... » Elle s'interrompit, sachant ce que cela impliquait, ciblait spécifiquement les gardes forestiers. James termina sa phrase, sa voix calme mais certaine. La directrice Winters se tourna vers Michael Williams, qui se tenait près de la fenêtre, les sourcils froncés en signe de concentration. « Michael, nous avons besoin d'options. L'agent Carter arrive demain avec l'autorisation de les éliminer. S'il existe une alternative, nous en avons besoin maintenant. » Ce que personne dans cette pièce ne savait, c'est que la clé pour comprendre la meute fantôme ne résidait pas dans leurs données scientifiques ou les rapports des gardes forestiers. Elle était entre les mains d'une petite fille accablée de chagrin qui avait découvert l'héritage secret de sa mère, une ancienne façon de communiquer avec les loups qui avait été perdue pour la science moderne. La réunion d'urgence dans le bureau de la directrice Winters s'éternisait, entrant dans sa 2e heure, tandis que la tension montait parmi l'équipe de direction du parc. Des cartes du territoire des loups recouvraient la table de conférence, marquées de croix rouges indiquant les lieux d'attaque. Des photographies numériques de gardes forestiers blessés étaient affichées sur l'écran mural, preuve clinique de l'escalade de la crise, 4 gardes forestiers hospitalisés en 3 semaines. La directrice Winters résuma la situation, son comportement habituellement serein montrant des signes de tension. Et maintenant, un civil, Monsieur Morris,
qui a déjà contacté 3 organes de presse nationaux et menace de porter plainte. Michael Williams étudiait les schémas de déplacement des loups avec une inquiétude croissante. Le territoire de la meute fantôme avait considérablement changé, se rapprochant des postes de garde forestiers et des zones de visiteurs. La sécheresse a chassé leur proie naturelle, remarqua-t-il. Les populations de wapitis sur leur territoire ont diminué de 60%. Ils meurent de faim. Lisa Cooper secoua la tête. La faim n'explique pas la spécificité de leurs attaques, Michael. Ils ont contourné un groupe de randonneurs pour cibler l'unité de patrouille de James. Ils choisissent les gardes forestiers. La presse internationale les appelle des loups tueurs, déclara le directeur adjoint Harmon, faisant glisser une tablette montrant plusieurs titres sensationnalistes à travers la table. Le gouverneur a appelé ce matin. Il veut que cette affaire soit réglée, et rapidement. L'agent Sean Carter, du service américain de la pêche et de la faune, s'éclaircit la gorge. Il était arrivé en avance, avant la réunion prévue pour demain. J'ai examiné toutes les preuves. Bien que je comprenne les préoccupations en matière de conservation, mon autorisation d'élimination prend effet demain à 8 heures. Ces loups ont fait preuve d'une agressivité croissante envers les humains. Le risque est trop grand. Michael frappa du poing sur la table. Élimination ? Vous voulez dire exécution. 5 loups, près de 2% de la population totale de loups de Yellowstone, tués parce que nous ne comprenons pas leur comportement. La compréhension n'aidera pas James à retrouver l'usage de son bras, répondit froidement Carter. Pendant que les adultes se disputaient, Sarah Williams était assise dans sa salle de classe à 8 km de là, n'écoutant qu'à moitié la leçon de son professeur sur l'équilibre de l'écosystème. Son cahier ne contenait pas de notes de cours, mais des croquis détaillés des postures et des vocalisations des loups qu'elle avait copiés des journaux de sa mère. Elizabeth Williams avait été une photographe animalière de renom, avec un intérêt particulier pour le comportement des loups. Le journal que Sarah avait découvert caché dans l'ancienne chambre noire de sa mère contenait quelque chose d'extraordinaire, la documentation de méthodes de communication avec les loups, des techniques qu'Elizabeth avait apprises auprès d'anciens Amérindiens dont les ancêtres avaient coexisté avec les loups pendant des milliers d'années. Sarah gardait ces journaux secrets, même pour son père. Depuis la mort de sa mère, Michael était devenu distant, s'enterrant dans le travail plutôt que d'affronter leur chagrin commun. Les journaux étaient le lien privé de Sarah avec sa mère et, de plus en plus, avec les loups que sa mère avait étudiés. La cloche sonna, signalant la fin de la classe. Sarah rangea soigneusement son cahier dans son sac à dos, avec une petite bourse en cuir contenant de la viande séchée, une bouteille d'eau et le petit enregistreur numérique de sa mère. La sortie scolaire de demain au centre éducatif de Yellowstone amènerait sa classe à moins de 5 km du territoire de la meute fantôme. Sarah s'y préparait depuis des semaines. De retour à la réunion, la directrice Winters prit la difficile décision. Nous avons épuisé toutes les options. La sécurité de notre personnel et de nos visiteurs doit passer en premier. Agent Carter, vous avez mon autorisation de procéder à l'élimination demain. Michael se leva brusquement. Donnez-moi 24 heures pour essayer autre chose. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore essayé, demanda Carter avec scepticisme. J'ai une théorie, commença Michael, bien que son expression suggérât l'incertitude. Laissez-moi examiner les données ce soir. Un jour de plus ne changera rien à l'autorisation. Alors que la réunion se dispersait, Lisa prit Michael à part. Quelle théorie? Vous aviez l'air aussi surpris que tout le monde par votre demande. Michael passa une main dans ses cheveux grisonnants. Honnêtement, je ne sais pas encore, mais quelque chose dans leur schéma de comportement semble délibéré, comme s'ils réagissaient à quelque chose de spécifique. À l'autre bout de la ville, Richard Morris était assis dans sa chambre d'hôtel, son bras bandé lui rappelant constamment sa terrifiante rencontre avec la meute fantôme. L'incident avait transformé le comptable discret du Minnesota en croisé. Il avait déjà accordé des entrevues à 3 organes de presse nationaux, exigeant la destruction des loups. Ces animaux sont calculateurs, dit-il au journaliste au téléphone. Ils m'ont acculé comme s'ils savaient exactement ce qu'ils faisaient, ce sont des tueurs, tout simplement. Ce que Maurice ne mentionna pas, c'est l'étrange moment qui précéda l'attaque, comment l'alpha marqué avait semblé l'étudier, comment les loups avaient cessé d'avancer quand il était tombé, comment ils étaient partis sans terminer ce que des prédateurs auraient dû terminer. Ces détails le hantaient, mais ne correspondaient pas à son récit de tueurs insensés. Ce soir-là, alors que Sarah se préparait à se coucher, elle surprit son père au téléphone dans son bureau. « L'équipe de Carter arrive à l'aube, dit-il calmement.
D'ici demain à cette heure-ci, la meute fantôme aura disparu. Sarah serra plus fort le journal de sa mère, son petit visage se durcissant d'une détermination qu'aucun enfant de 8 ans ne devrait posséder. La sortie scolaire de demain n'était plus seulement une occasion. C'était la dernière chance de la meute fantôme, et d'une certaine manière, elle savait qu'ils étaient liés à sa mère d'une manière que son père n'avait jamais comprise. Dehors, sous un ciel sans lune, 5 ombres grises se déplaçaient à travers la forêt asséchée. Leurs mouvements étaient coordonnés avec une précision militaire. Leurs côtes transparaissaient sous leur fourrure terne. Leurs yeux reflétaient une combinaison de faim et d'autre chose, quelque chose qui ressemblait remarquablement à un but. Le matin se leva clair et frais alors que 2 autobus scolaires jaunes franchissaient l'entrée de Yellowstone. À l'intérieur du deuxième autobus, Sarah Williams était assise seule à l'arrière, son sac à dos serré contre sa poitrine. Elle avait à peine dormi, son esprit rempli d'images tirées des journaux de sa mère et de la conversation entendue au sujet de la destruction imminente des loups. Tout le monde est excité à l'idée de voir Old Faithful aujourd'hui, lança gaiement Emma Taylor depuis l'avant de l'autobus. L'enseignante de 3e année organisait cette sortie scolaire annuelle depuis des années, mais elle avait ajouté des gardes forestiers supplémentaires comme escorte cette fois-ci en raison de la situation avec les loups. Un chœur de réponses enthousiastes emplit l'autobus, mais Sarah resta silencieuse, les yeux fixés sur le paysage qui défilait. La sécheresse avait transformé les prairies habituellement verdoyantes de Yellowstone en de vastes étendues brunâtres. Sarah nota chaque point de repère, les vérifiant mentalement par rapport à la carte qu'elle avait mémorisée dans le bureau de son père. « Sarah, tu te sens bien ?» demanda mademoiselle Taylor, remarquant le calme inhabituel de la jeune fille. « Oui, madame » répondit Sarah en forçant un sourire. « Je pense juste aux animaux. » Sur le stationnement du centre d'accueil, les enfants descendirent dans un chaos de sacs à dos colorés et de bavardages excités. Le garde forestier David Miller les accueillit avec un sourire professionnel, bien que Sarah remarquât sa main près de la bombe anti-ours à sa ceinture, un rappel subtil de la tension invisible qui régnait dans le parc. Bienvenue à Yellowstone, futur défenseur de l'environnement. Aujourd'hui, nous explorons comment tous les êtres vivants du parc dépendent les uns des autres, commença Miller avec son introduction habituelle. Sarah n'écouta qu'à moitié, tout en scrutant le poste de garde forestier. Une carte numérique sur le mur affichait les données de suivi en temps réel de divers animaux sauvages. Ses yeux trouvèrent rapidement les 5 points rouges regroupés dans la section nord-est, la meute fantôme. Ils étaient plus près du sentier éducatif qu'elle ne l'avait prévu. C'était maintenant ou jamais. La visite matinale se poursuivit à travers les expositions du centre d'accueil. Pendant les 15 minutes de la présentation vidéo sur les caractéristiques géothermiques de Yellowstone, Sarah se glissa tranquillement hors de son siège à l'arrière de la pièce sombre. Des années d'exploration du parc avec son père lui avaient appris à se déplacer silencieusement. Elle sortit par une porte latérale marquée « Personnel », puis traversa rapidement les couloirs jusqu'à ce qu'elle atteigne une sortie employée à l'extérieur. Sarah s'orienta en utilisant le soleil et le profil lointain du mont Washburn. Le territoire de la meute fantôme se trouvait à 5 km au nord-est, à travers une forêt dense et des prairies dégagées. Elle partit d'un pas décidé, ses petites épaules redressées sous son sac à dos. De retour au théâtre, les lumières s'allumèrent à la fin de la vidéo. Il fallut 7 minutes à mademoiselle Taylor pour se rendre compte que Sarah avait disparu, 5 autres pour confirmer qu'elle n'était pas aux toilettes et 3 de plus pour alerter la sécurité du parc. À ce moment-là, Sarah avait déjà parcouru près de 2 km. Michael Williams examinait des données sismiques dans son bureau lorsque son téléphone sonna. La couleur quitta son visage alors qu'il écoutait la directrice Winters expliquer que sa fille avait disparu de la visite scolaire. « Quand » demanda-t-il en attrapant déjà sa veste de terrain. « Il y a environ 15 minutes, Michael. La dernière fois qu'on a suivi la meute fantôme, c'était à moins de 5 km du centre d'accueil. » La réalisation le frappa comme un coup physique. Elle est partie à leur recherche. Elle savait pour l'ordre d'élimination. Avant que Winters ne puisse répondre, il ajouta, dit à Carter de patienter, « Je suis en route. » Sarah se déplaçait à travers la forêt avec une confiance inhabituelle pour une enfant de son âge. Elle suivait des sentiers de gibier quand c'était possible, consultant occasionnellement une petite boussole. Le terrain devenait plus accidenté à mesure qu'elle entrait dans la section nord-est, moins fréquentée, mais la détermination la poussait à avancer. À une petite clairière, elle s'arrêta pour reprendre son souffle et boire de l'eau. Le silence fut soudain et total. Aucun oiseau ne chantait, aucun insecte ne bourdonnait. Sarah se figea instantanément, reconnaissant la signification de ce calme anormal.
quelque chose avait perturbé le rythme de la forêt, quelque chose de prédateur. Lentement, elle se tourna pour faire face à la lisière et de la clairière. Là, à moitié caché dans l'ombre, se tenait le mâle alpha de la meute fantôme, près d'1 mètre de haut à l'épaule. Son pelage gris était terni par des mois de mauvaise nutrition, mais ses yeux ambrés brûlaient d'une évaluation intelligente. La cicatrice qui allait de son œil droit à son museau lui donnait une apparence féroce qui avait dominé la couverture médiatique. Le cœur de Sarah battait la chamade dans sa poitrine, mais elle se souvint des journaux de sa mère. Avec des mouvements délibérés, elle s'abaissa pour paraître plus petite, orienta son corps de côté et évita le contact visuel direct, tous des signaux de non-agression dans la communication des loups. Puis, elle fit quelque chose que les notes de sa mère avaient décrit mais jamais testé. Elle émit un doux gémissement au fond de sa gorge, la vocalisation que les louveteaux utilisent lorsqu'ils approchent des membres dominants de la meute. Les oreilles de l'alpha se dressèrent en avant, manifestement surpris. Il fit un pas dans la clairière, puis un autre, sa posture passant d'une alerte de prédateur à la curiosité. De la forêt derrière lui, 4 autres loups émergèrent, les femelles Sheba et Luna, le jeune mâle Timber et la femelle la plus âgée, Grace, tous nommés dans les notes privées de Sarah. Contrairement à l'alpha, Grace se déplaçait avec une boiterie prononcée et, même de loin, Sarah pouvait voir la plaie purulente sur sa patte avant. « Tu es blessé » murmura Sarah. « C'est pourquoi tu es si en colère. » Les loups formèrent un demi-cercle autour d'elle, maintenant une distance, mais ne montrant aucune des agressions signalées lors des attaques contre les gardes forestiers. Sarah fouilla lentement dans son sac à dos et en sortit la bourse en cuir. Les loups se tendirent, mais ne reculèrent pas. Avec un mouvement prudent, elle déballa la viande de cerf séchée qu'elle avait prise dans les provisions de son père. Elle plaça un petit morceau sur le sol et recula de 3 pas. Le geste, un autre tiré des notes de sa mère, signifiait qu'elle partageait plutôt qu'elle n'abandonnait la nourriture. Pendant de longs moments, personne ne bougea. Puis, l'alpha s'approcha de l'offrande, la renifla soigneusement et la consomma sans quitter Sarah des yeux. Quelque chose passa entre eux, une évaluation, une compréhension. À 8 km de là, l'opération de recherche s'était mobilisée avec une efficacité militaire. Michael était à bord du véhicule de tête, son visage un masque de panique contrôlé. L'hélicoptère de l'agent Carter grondait au-dessus, sa présence rappelant constamment l'opération prévue pour la matinée. L'imagerie thermique montre de grandes signatures animales à 1 km au nord de Ridge Creek, rapporta la voix du pilote à la radio. Plusieurs sujets sont stationnaires. C'est la position actuelle de la meute fantôme, dit Michael, sa voix tendue de peur, et probablement là où nous trouverons Sarah. Mon équipe est armée et prête à engager le combat, répondit Carter. Nous allons neutraliser les loups et récupérer l'enfant. Non, cria Michael, pas avant d'évaluer la situation. Si les loups sont en posture de prédateur, il est déjà trop tard. S'ils ne le sont pas, il pourrait se passer autre chose. Alors que les véhicules fonçaient vers Ridge Creek, la radio grésilla avec une autre voix. À toutes les unités, soyez avisés. Nous avons une confirmation visuelle de la présence de la jeune Williams et de la meute de loups. Vous n'allez pas croire cela, mais elle est en train de les nourrir et il la laisse faire. La révélation stupéfia tout le monde en un silence momentané. Puis, la voix froide de l'agent Carter perça, « Préparez-vous à l'élimination de toute façon. Cela ne change rien au risque. » Mais pour Michael, cela changeait tout. Les pièces du puzzle se mirent soudainement en place, les recherches de sa femme, l'obsession de Sarah pour les loups, la spécificité étrange des attaques de la meute fantôme. Ce n'était pas une agression aléatoire. Il y avait un schéma, une raison, et d'une manière ou d'une autre, sa fille de 8 ans avait compris ce que tous les experts avaient manqué. La clairière était devenue anormalement calme alors que Sarah était assise en tailleur sur le sol, les 5 loups disposés autour d'elle en un demi-cercle lâche. Le mâle alpha, que Sarah avait nommé Shadow dans ses notes privées, restait le plus près, ses yeux ambrés ne quittant jamais sa petite silhouette. Pour quiconque les observait à distance, il semblerait que l'enfant était en danger imminent, mais Sarah ne ressentait qu'un étrange sentiment de connexion. Elle fouilla lentement dans son sac à dos, cette fois pour en sortir une petite trousse de premiers soins. Le mouvement fit légèrement se tendre la plus jeune femelle, Luna, mais Shadow émit un grognement sourd dans sa gorge qui sembla rassurer les autres. « Ta patte est blessée » dit doucement Sarah à Grace, la femelle la plus âgée qui n'appuyait pas sur sa patte avant droite. « Je pourrais peut-être t'aider, comme maman l'aurait fait. » Avec un soin méthodique, Sarah ouvrit la trousse et en sortit des lingettes antiseptiques et de la gaze. Le journal de sa mère décrivait en détail comment approcher les loups blessés,
non pas avec l'efficacité clinique d'un vétérinaire, mais avec le partenariat respectueux d'un membre de la meute offrant son aide. Sarah garda ses mouvements lents et prévisibles, fredonnant doucement une mélodie que sa mère chantait lorsqu'elle approchait de la faune. Grace observait avec lassitude Sarah se rapprocher lentement, s'arrêtant fréquemment pour permettre au loup d'évaluer ses intentions. Lorsque Sarah fut à portée de main, elle tendit sa main, paume vers le bas, laissant le loup la sentir. Grace renifla prudemment, puis, à la grande surprise de Sarah, tendit légèrement sa patte blessée. La blessure était pire que ce à quoi Sarah s'était attendue, une profonde entaille entourée de tissus infectés, avec un fin fil métallique encore enfoncé dans la chair. Sarah le reconnut immédiatement comme un piège de braconnier, illégal dans le parc national, mais de plus en plus courant à mesure que la sécheresse poussait les chasseurs désespérés dans les zones protégées. « Pas étonnant que tu aies attaqué des gens, » murmura Sarah en regardant les autres loups. « Vous pensez que nous vous avons tous fait ça ?» Le grondement lointain des pales d'hélicoptères perturba ce moment. La tête de Shadow se redressa brusquement, les oreilles dressées, le corps se tendit instantanément. Les autres loups répondirent à son alarme, adoptant des postures défensives. Sarah sentit la fragile confiance commencer à se briser. « Non, s'il vous plaît, restez » implora-t-elle instinctivement, posant sa petite main sur le flanc de Shadow. Le loup se figea à son contact, tiraillé entre la réaction de fuite et cette étrange connexion. Sarah fouilla dans sa poche et en sortit l'enregistreur numérique de sa mère. Avec des doigts tremblants, elle appuya sur « Lecture ». Le son qui en sortit était la voix de sa mère, imitant le grognement grave et sourd que les loups utilisent pour rassurer les membres de la meute après une séparation. Sarah avait découvert que sa mère avait passé des années à perfectionner ses vocalisations, travaillant avec des anciens Amérindiens qui conservaient encore une connaissance ancestrale de la communication avec les loups. L'effet fut immédiat. La posture de Shadow s'adoucit, sa tête se penchant, visiblement confus. Les autres loups interrompirent leur retraite, leur attention fixée sur l'appareil inconnu produisant des sons si familiers. De l'autre côté de la crête, l'équipe de recherche avait atteint un point de vue surplombant la clairière. Michael sauta du véhicule avant qu'il ne soit complètement arrêté, se précipitant vers le bord. Ce qu'il vit à travers ses jumelles le figea en plein élan. « Gardez votre position » cria-t-il au garde forestier derrière lui, puis il actionna sa radio. « Carter, maintenez vos distances. Les loups ne montrent aucune agressivité. Je répète, aucune agressivité. J'ai une ligne de tir claire sur les 5 cibles. » La voix de Carter grésilla à travers la radio, froide et professionnelle. « Restez en retrait » siffla Michael. « Ma fille est littéralement en train de toucher le mâle alpha sans aucun signe de menace. Quelque chose d'inédit se passe. » La directrice Winters rejoignit Michael à la crête, ses propres jumelles pointées sur la scène en contrebas. « Que diable fait-elle ?»« Je ne sais pas » admit Michael, sa voix un mélange de terreur et d'émerveillement. « Mais quoi que ce soit, ça marche. » La meute accepte complètement sa présence. Dans la clairière, Sarah avait réussi à nettoyer une partie de la saleté de la blessure de Grace, bien que le fil enfoncé nécessiterait des outils médicaux appropriés pour être retiré. Le loup était resté immobile tout au long du processus, léchant occasionnellement la main de Sarah lorsque la douleur la faisait grimacer. « Je dois aller chercher de l'aide pour vous tous » dit Sarah au loup, sa jeune voix prenant un ton d'autorité qui dépassait son âge. « Des gens arrivent, mais ils pensent que vous êtes de mauvais loups. Ils ne comprennent pas que vous êtes blessé et effrayé. » Comme s'il comprenait son dilemme, Shadow s'approcha, appuyant sa tête massive contre son épaule, dans ce qui ressemblait remarquablement à un geste de solidarité. Sarah enlaça brièvement son cou, une étreinte qui aurait provoqué une crise cardiaque chez tout biologiste de la faune qui l'aurait regardé. Le charme fut rompu par le bruit des véhicules qui approchaient. Les loups formèrent immédiatement une formation protectrice autour de Sarah, ne la menaçant pas, mais se positionnant entre elle et le danger perçu. « Sarah !» La voix de Michael parvint à travers la clairière alors qu'il approchait à pied, les mains levées pour paraître non menaçant. « Papa, arrête !» cria Sarah. « Ne t'approche pas encore. » Ils ont peur des gardes forestiers parce que les gardes forestiers leur ont tiré dessus avec des tranquillisants avant. Michael se figea, reconnaissant le précipice dangereux sur lequel cette situation était en équilibre. Derrière lui, il sentit, plutôt qu'il ne vit, l'agent Carter et son équipe tactique se déployer le long de la ligne d'arbres, les fusils prêts. « Sarah, chérie, j'ai besoin que tu marches vers moi très lentement » appela Michael, luttant pour garder sa voix calme. « Je ne peux pas, papa. Ils ont besoin de notre aide en premier. »
Leurs blessures sont infectées. Regarde leurs côtes. Ils meurent de faim. Sarah resta fermement en place, une main posée sur le dos de Shadow. Maman les aurait aidés. La mention d'Elizabeth traversa Michael comme une décharge électrique. Pour la première fois, il regarda vraiment les loups non pas comme de dangereux prédateurs, mais comme des créatures souffrantes. Leurs corps émaciés racontaient l'impact de la sécheresse sur l'écosystème. Les blessures visibles sur au moins 3 des loups laissaient entrevoir des causes humaines derrière leur agressivité. « Agent Carter », dit doucement Michael dans sa radio, « je vais approcher ma fille. Retenez vos tirs, quelle que soit la réaction des loups à mon égard. » « Ce n'est pas le protocole, Dr. Williams, répondit sèchement Carter. « Nouveau protocole, interrompit la directrice Winters, sa voix ferme. Maintenez vos positions à moins que l'enfant ne soit en danger direct. C'est un ordre. » Michael commença une approche lente et délibérée, imitant la posture latérale et non conflictuelle de Sarah. Les loups le surveillaient avec une méfiance évidente, des grognements sourds grondant dans plusieurs gorges. « Parleur, papa, encouragea Sarah. Comme dans les enregistrements de maman. « Quels enregistrements » demanda Michael, momentanément confus. « Les recherches de maman ?» Elle a appris à parler au loup auprès du grand-père de Monsieur Blackhawk. Tout est dans ses journaux. La compréhension se fit jour sur le visage de Michael. Elizabeth avait passé des mois avec la famille de Robert Blackhawk dans la réserve voisine à étudier les connaissances écologiques traditionnelles. Il avait considéré cela comme un arrière-plan pour ses photographies, mais il était clair qu'il y avait plus. « Je ne sais pas comment, Sarah, admit-il. »« Essaie simplement, insista TL. Dis-leur que tu veux les aider. Ils comprennent plus que tu ne le penses. » Se sentant gêné, mais désespéré, Michael commença à parler d'une voix basse et apaisante, « Nous voulons vous aider. Vous êtes blessé et affamé à cause de la sécheresse. Nous pouvons soigner vos blessures. » À son grand étonnement, la posture agressive de Shadow s'adoucit légèrement. Le loup l'étudia avec une intelligence étrange, comme s'il pesait sa sincérité. « La femelle qui boite a un piège enfoncé dans sa patte, » expliqua Sarah. « Elle a besoin d'une opération, papa, et ils ont tous besoin de nourriture et de médicaments. » À présent, un petit groupe de gardes forestiers et d'agents de la faune s'était rassemblé à distance de sécurité. Parmi eux se tenait Richard Morris, le touriste blessé venu assister à la destruction des loups. Son visage exprimait le choc face à la scène qui se déroulait sous ses yeux. « Ce sont les mêmes animaux qui m'ont attaqué, » dit-il, sans s'adresser à personne en particulier, mais ils se comportent complètement différemment. Le doyen Robert Blackhawk, arrivé avec l'équipe de liaison autochtone, acquiesça lentement. L'enfant leur parle à l'ancienne. Mon grand-père racontait des histoires sur ceux qui avaient ce don. Alors que l'impasse se poursuivait, la directrice Winters s'approcha de Michael. « Il nous faut un plan, Dr. Williams. La situation est stable pour l'instant, mais on ne peut pas laisser votre fille là-bas indéfiniment. » Michael acquiesça, son esprit scientifique s'emballant, même si son cœur de père restait terrifié. Si on pouvait les emmener au centre de réhabilitation de la faune, le docteur Reynolds pourrait soigner leurs blessures. Mais transporter 5 loups agressifs. Ils me suivront, lança Sarah de sa jeune voix, avec une autorité surprenante. Si on y va doucement et qu'on n'utilise pas les camions bruyants. À l'orée de la clairière, l'agent Carter ricana. C'est absurde. Ce sont des prédateurs sauvages, pas des animaux de compagnie. Au moment où quelque chose les surprendra, ils redeviendront agressifs. Sarah secoua la tête avec entêtement. Ce ne sont pas de mauvais loups, ils ont juste peur et sont blessés. Les gens les ont blessés en premier. Un silence tendu s'abattit sur la scène tandis que les adultes examinaient leurs options limitées. Finalement, la directrice Winters prit une décision. « Dr. Williams, si vous croyez qu'il existe une possibilité de déplacer ces loups en toute sécurité vers le centre de réhabilitation, j'autoriserai la tentative. Mais au premier signe d'agression envers un être humain, l'agent Carter a ma permission de prendre les mesures qu'il jugera nécessaires. » Michael regarda sa fille, voyant dans son expression déterminée une grande part de sa mère. « Sarah, es-tu absolument certaine qu'ils te suivront ? » « Shadow le fera, » dit-elle avec confiance, en caressant le museau cicatrisé de l'alpha. « Et les autres le suivront. » Ce qui suivit fut peut-être la procession la plus inhabituelle de l'histoire de Yellowstone. Sarah marcha lentement le long de la route d'accès, Shadow trottinant à ses côtés comme un chien de garde surdimensionné. Derrière eux venaient les 4 autres loups,
avançant avec une prudence manifeste mais suivant néanmoins. Michael marchait à plusieurs mètres derrière, avec les véhicules du parc suivant à une distance encore plus grande, moteur coupé pour minimiser le stress des animaux. Les visiteurs du parc et le personnel bordaient la route à distance de sécurité, des caméras capturant la vue incroyable d'une petite fille menant apparemment 5 loups sauvages volontairement vers une habitation humaine. Des hélicoptères de presse tournaient à une altitude qui ne dérangerait pas les loups, diffusant la scène à travers le pays. Alors qu'ils approchaient du centre de réhabilitation, le docteur Thomas Reynolds et son équipe regardaient avec incrédulité. L'établissement avait été conçu pour soigner les animaux sauvages blessés, mais jamais des prédateurs n'étaient entrés volontairement dans l'enceinte. « Je veux qu'on prépare des sédatifs pour les 5, ordonna Reynolds à son équipe. Mais voyons jusqu'où s'étend cette extraordinaire coopération avant d'intervenir. À la stupéfaction générale, Sarah conduisit les loups directement dans la grande zone de traitement extérieur, qui avait été rapidement débarrassée des autres animaux. Les loups restèrent près d'elle, visiblement mal à l'aise dans leur environnement, mais faisant confiance aux indications de l'enfant. « Ils ont besoin d'eau en premier, annonça Sarah, en montrant l'alpha du doigt. Ils ont très soif à cause de la sécheresse. Reynolds fit un signe de tête à un assistant qui plaça prudemment plusieurs grands bols d'eau au bord de l'enclos. Les loups s'approchèrent avec prudence, puis se mirent à boire avec une soif désespérée. Cela confirma l'évaluation de Sarah quant à leur état. Maintenant, il faut soigner la pâte de graisse, continua Sarah, en montrant la femelle qui boitait. Elle a un fil de fer coincé dedans, à cause d'un piège. Reynolds s'approcha lentement de l'enclos. Sarah, on sédate habituellement les animaux pour les soigner. Sinon, c'est trop dangereux. Elle me laissera l'aider si je reste avec elle, insista Sarah. Je l'ai déjà nettoyé un peu. Michael posa une main sur l'épaule de Reynolds. Essayons comme Sarah le propose, en premier. Ayez des sédatifs prêts si besoin. Ce qui suivit étonna même les vétérinaires spécialisés dans la faune les plus expérimentés. Avec Sarah retenant et réconfortant doucement Grace, Reynolds put examiner la patte blessée. La louve resta tendue mais accepta d'être manipulée, avec seulement quelques grognements d'avertissement lorsque la douleur devint trop intense. C'est un piège de braconnier, confirma Reynolds d'un ton sombre, en extrayant prudemment le fil de fer qui avait profondément entaillé le coussinet de la patte. C'est illégal dans le parc. L'infection est grave. Elle a dû souffrir atrocement pendant des semaines. Un par un, chaque loup fut examiné. Shadow avait une plaie perforante infectée à l'épaule. Timber, le jeune mâle, montrait des signes de malnutrition si graves que ses organes risquaient de défaillir. Luna avait une blessure par balle cicatrisée le long de son flanc. Sheba, la plus petite femelle, était déshydratée et souffrait d'une infection respiratoire. Chacun d'eux a des blessures causées par l'homme, rapporta Reynolds à la foule croissante de fonctionnaires. La sécheresse a empêché une bonne guérison et a chassé leur base de proie. Leur agressivité envers les humains est une réponse directe à un traumatisme infligé par l'homme. Richard Morris se fraya un chemin jusqu'à l'avant de la foule, son bras bandé témoignant de sa rencontre avec les loups. Pendant plusieurs minutes, il observa Sarah interagir avec les animaux qui l'avaient attaqué, son expression étant indéchiffrable. « J'ai exigé que ces animaux soient détruits, dit-il finalement, sa voix portant dans le calme tendu. J'ai dit à tous les journalistes qui voulaient bien m'écouter que c'étaient des tueurs insensés. » Il fit une pause, regardant son bras, puis les blessures des loups. Mais ils se sont arrêtés quand je suis tombé. Pendant l'attaque, ils auraient pu me tuer facilement. Au lieu de cela, ils ont reculé une fois que je n'ai plus été perçu comme une menace. Il se tourna vers la directrice Winters. Je voudrais retirer ma plainte et mon procès. Alors que l'équipe médicale poursuivait son travail, la foule rassemblée s'écarta pour laisser passer un SUV noir avec des plaques d'immatriculation gouvernementale. Un homme grand et distingué, vêtu d'un costume coûteux, en sortit. Le sénateur William Harrison, chef de la sous-commission parlementaire sur les parcs nationaux et les zones sauvages. Directrice Winters, je suis venu dès que j'ai vu les images aux informations, dit-il, sa voix portant l'autorité rodée d'un politicien de carrière. Que se passe-t-il exactement ici? Avant qu'elle ne puisse répondre, les yeux du sénateur se posèrent sur la zone de traitement où Sarah aidait maintenant à nourrir de petites quantités de viande spécialement préparée aux loups en convalescence. « Mon Dieu, murmura-t-il. Est-ce qu'il y a un enfant là-dedans avec ces animaux? Ma fille, Michael s'avança. Elle a découvert quelque chose de remarquable sur la communication des loups que nous avons négligé dans toutes nos études scientifiques. Du bord de la foule, une voix s'éleva.
c'est la connaissance ancestrale. Le doyen Robert Blackhawk s'approcha, le visage ridé et solennel. L'enfant parle d'une manière que sa mère a apprise de mon grand-père, des manières que la science moderne a oubliées. Au fil de l'après-midi, la crise immédiate laissa place à des questions plus profondes. Les loups, maintenant nourris, hydratés et recevant des soins médicaux, s'étaient installés dans le grand enclos. Sarah resta avec eux, refusant de partir malgré les inquiétudes de son père. Dans la salle de conférence du centre de réhabilitation, une réunion impromptue se forma. La directrice Winters, le sénateur Harrison, le docteur Reynolds, l'agent Carter, Michael, le doyen Blackhawk et Richard Morris étaient réunis autour de la table, une coalition improbable unie par les événements extraordinaires de la journée. La question immédiate est, qu'advient-il de ces loups une fois qu'ils seront soignés? La directrice Winters commença. Selon les protocoles normaux, les prédateurs qui ont attaqué des humains sont euthanasiés, quelles que soient les circonstances. Ces protocoles supposent une agression aléatoire, argumenta Michael. Nous avons maintenant des preuves claires que ces attaques étaient des réponses à des blessures spécifiques causées par l'homme et à des facteurs environnementaux. Ce sont toujours des prédateurs dangereux, insista Carter. La connexion inhabituelle d'un enfant ne change rien à ce fait fondamental. Le doyen Blackhawk s'éclaircit la gorge. Pendant des milliers d'années, mon peuple a vécu aux côtés des loups, sans conflit constant. Nous comprenions leurs habitudes, leur langage. Cette connaissance n'a pas été perdue, mais simplement oubliée par ceux qui n'en avaient plus besoin. Le sénateur Harrison, toujours politicien, évalua l'angle des relations publiques. Les images de cette fille promenant 5 loups à travers Yellowstone sont déjà devenues virales. Le récit du public passe de loups tueurs à animaux blessés secourus par un enfant. Les détruire maintenant serait un cauchemar en termes de relations publiques. Alors que le débat se poursuivait, aucun d'eux ne remarqua la silhouette qui observait à travers la fenêtre de la salle de conférence. Un homme à l'air rude, en tenue de camouflage de chasse, dont l'expression s'assombrissait en observant les débats. Jackson Miller, chef notoire d'un réseau local de braconnage, était venu assister à la destruction des loups dont il chassait illégalement le territoire. Au lieu de cela, il vit son activité potentiellement exposée par la découverte de ses pièges et de blessures par balle sur l'animal. Miller s'éclipsa, sortant un téléphone satellite une fois arrivé sur le parking. « Changement de plan », murmura-t-il à son associé. « Les loups ont survécu. Ils sont au centre de réhabilitation et ils trouvent notre matériel sur eux. » Il fit une pause, écoutant la réponse. « Non, il faut s'en occuper ce soir, avant qu'ils ne fassent le lien. Prépare l'équipe. » De retour à l'intérieur, Sarah s'était endormie sur un lit de camp placé près de l'enclos des loups, épuisée par les événements de la journée. Shadow était allongée, alerte, près de la clôture de l'enclos la plus proche d'elle, ses yeux ambrés veillant sur elle comme si elle était un membre de la meute sous sa protection. Michael se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant sa fille dormir sous l'œil vigilant d'un prédateur qui, 12 heures plus tôt, était considéré comme trop dangereux pour vivre. En ce moment de calme, tout le poids de la révélation de la journée se posa sur lui, non seulement sur les loups, mais aussi sur les recherches d'Elizabeth, sur la compréhension intuitive de Sarah, sur son propre échec à voir ce qui avait été devant lui depuis le début. « Elle a le don de sa mère », dit doucement le doyen Blackhawk, rejoignant Michael dans l'embrasure de la porte. Elizabeth apprenait les anciennes pratiques quand elle est décédée. Elle a dû en partager certaines avec Sarah avant de partir. Michael acquiesça, l'émotion lui serrant la gorge. Elizabeth disait toujours que nous n'écoutions pas correctement les animaux que nous étudions. Je pensais que c'était juste sa perspective de photographe. Il observa Sarah s'agiter légèrement dans son sommeil et les oreilles de Shadow se dressèrent immédiatement vers elle. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle le pensait littéralement. Les anciennes histoires parlent de ceux qui sont nés avec la capacité de combler le fossé entre l'esprit humain et l'esprit animal, dit le doyen Blackhawk. Pas de la magie, juste une compréhension plus profonde que les gens modernes ont oublié comment voir. À l'extérieur du centre de réhabilitation, le soleil commençait à se coucher sur Yellowstone, projetant de longues ombres sur un paysage où, pendant une journée remarquable, une compréhension ancestrale avait comblé le fossé entre les humains et les créatures sauvages avec lesquelles ils partageaient la terre. Mais dans l'obscurité croissante, d'autres forces se mobilisaient, des forces qui ne voyaient dans ce miracle qu'une menace à éliminer. Le centre de réhabilitation bourdonnait d'une activité discrète. Alors que le crépuscule tombait sur Yellowstone, les membres du personnel effectuaient efficacement leurs tâches,
jetant des regards occasionnels vers le grand enclos où 5 loups autrefois jugés trop dangereux pour vivre se reposaient maintenant sous la surveillance attentive d'une fillette de 8 ans. Sarah s'était réveillée de sa courte sieste et était maintenant assise les jambes croisées dans la zone de traitement recouverte de paille, aidant attentivement le docteur Reynolds à appliquer une pommade antibiotique sur la blessure à l'épaule de Shadow. « Il coopère de manière remarquable », murmura Reynolds, toujours étonné par le comportement du loup. En 20 ans de travail vétérinaire avec des prédateurs sauvages, il n'avait jamais tenté de traitement sans une forte sédation. D'habitude, j'aurais une équipe de 4 personnes pour maîtriser un animal de cette taille. Sarah acquiesça sérieusement. Il sait que vous l'aidez. Ils comprennent plus que les gens ne le pensent. Elle caressa le cou du loup massif. Alors que Reynolds terminait d'appliquer le bandage, Shadow resta immobile, ses yeux ambrés suivant les mouvements du vétérinaire avec une intelligence alerte plutôt qu'avec crainte ou agressivité. À l'extérieur du centre de réhabilitation, un cirque médiatique s'était développé. Des fourgons de presse bordaient la route d'accès, des journalistes diffusant des mises à jour à couper le souffle sur fond d'installation. L'histoire avait captivé l'imagination de la nation, une enfant semblant communiquer avec des loups qui terrorisaient le parc depuis des mois. La directrice Winters avait établi un périmètre strict interdisant l'accès aux journalistes, mais les puissantes caméras des camions de transmission par satellite capturaient suffisamment d'images lointaines pour alimenter une couverture continue. Le récit avait radicalement changé en quelques heures, passant de loups tueurs à détruire à des animaux mal jugés secourus par un enfant courageux. Dans la salle de conférence du centre, maintenant transformée en centre de commandement improvisé, Michael Williams triait les revues de recherche de son ex-femme que Sarah avait finalement révélées dans son sac à dos. Les carnets usés contenaient la documentation méticuleuse d'Elizabeth sur les techniques traditionnelles de communication des loups apprises auprès des anciens Amérindiens. Elle créait une traduction systématique des vocalisations et du langage corporel des loups. Michael expliqua à la directrice Winters en tournant les pages couvertes de l'écriture précise d'Elizabeth et de croquis détaillés. Non seulement elle observe le comportement, mais elle décode réellement leur méthode de communication. Et Sarah a appris cela grâce à ses revues. Winters demanda en examinant une page montrant différentes positions d'oreilles et leur signification. Apparemment, elle les étudie secrètement depuis la mort d'Elizabeth. Mais il y a plus. Michael se tourna vers une page marquée vers la fin de la revue la plus récente. Elizabeth pensait que cette meute en particulier, ce que nous appelons maintenant la meute fantôme, était spéciale. Elle les a suivis pendant des années avant qu'ils ne deviennent agressifs. La garde forestière principale Lisa Cooper se pencha par-dessus son épaule pour examiner les coordonnées et les notes. Cela correspond au territoire où nous avons commencé à avoir des problèmes avec eux. Mais pourquoi Elizabeth les a-t-elle distingués? Avant que Michael ne puisse répondre, l'agent Carter entra dans la pièce, le visage grave. L'équipe scientifique a des résultats préliminaires sur les blessures des loups. Les fragments de balles extraits de la femelle correspondent à un calibre et un fabricant spécifique, populaire auprès des braconniers de cette région. La conception du piège est également distinctive, conforme aux pièges que nous avons trouvés sur des sites de chasse illégaux. Donc, les braconniers sont directement responsables de leur agressivité, conclut Michael. Il y a plus, continua Carter à contre-cœur. Nous avons identifié un schéma dans les attaques contre les gardes forestiers. Les loups visaient spécifiquement les patrouilles dans les zones connues pour l'activité de braconnage. Ils n'attaquaient pas les humains au hasard, ils s'en prenaient aux gardes forestiers dans des zones spécifiques. La directrice Winter fronça les sourcils. Vous suggérez que ces animaux visaient délibérément les patrouilles dans les zones où ils avaient été blessés par des braconniers. C'est un niveau de cartographie cognitive au-delà de ce que nous attribuons aux loups. Je ne fais que signaler le schéma, dit Carter sur la défensive. Faites-en ce que vous voulez. Le doyen Blackhawk, qui était resté silencieux pendant l'échange, prit finalement la parole. Dans nos traditions, les loups étaient considérés comme des porteurs de justice. Ils se souviennent de ceux qui leur ont fait du mal et de ceux qui les ont aidés, parfois sur plusieurs générations. Le silence s'abattit sur la pièce alors que les implications se précisaient pour le groupe. Finalement, Richard Morris s'éclaircit la gorge. Je faisais de la randonnée hors des sentiers battus quand ils m'ont attaqué. Plus précisément, je prenais un raccourci à travers le cadran nord-est. Il fit une pause, visiblement mal à l'aise. J'ai trouvé ce qui ressemblait à un affût de chasse abandonné. Je le photographiais comme preuve quand les loups sont apparus. Les yeux de Carter se plissèrent. Vous étiez dans un affût de braconnier. Ce n'était pas dans votre rapport. Je ne pensais pas que c'était pertinent, admit Morris. Mais maintenant,
ils pensaient que vous étiez avec les gens qui leur avaient fait du mal. La voix de Sarah se fit entendre depuis la porte où elle se tenait avec le docteur Reynolds. C'est pourquoi ils vous ont attaqué, mais se sont arrêtés quand vous êtes tombé. Ils ont réalisé que vous n'étiez pas la même personne. Les adultes se retournèrent, surpris à la fois par sa présence et par sa perspicacité. Sarah s'approcha de la table où les revues d'Elisabeth étaient ouvertes. Maman en a parlé, dit-elle, en feuilletant une page spécifique avec la confiance de quelqu'un qui avait mémorisé son emplacement. Les loups se souviennent des humains individuellement par l'odeur, la vue et les schémas de mouvement. Ils peuvent distinguer les gens mieux que nous ne pouvons distinguer les loups. Michael ressentit un mélange complexe de fierté et d'inquiétude en regardant sa fille expliquer des concepts que des professionnels de la faune chevronnée avaient du mal à accepter. « Sarah, depuis combien de temps lis-tu les recherches de ta mère ?»« Depuis que j'ai trouvé les revues dans sa chambre noire l'année dernière, » admit Sarah. « Je savais que la meute fantôme était spéciale pour maman. Quand les gens ont commencé à dire que c'était de mauvais loups, je devais découvrir pourquoi. » Le docteur Reynolds les rejoignit à la table. Le plan de traitement est en cours pour les 5 loups. Le cas le plus critique est celui de Grace. La blessure du piège est gravement infectée et elle aura besoin d'une intervention chirurgicale demain. Les autres réagissent bien aux antibiotiques et aux liquides. Avec une nutrition et des soins appropriés, ils devraient se rétablir complètement physiquement. Et ensuite, demanda l'agent Carter avec insistance. Nous avons toujours des prédateurs qui ont fait preuve d'une agression ciblée envers les humains. Une agression ciblée envers leurs agresseurs, corrigea Michael. Il y a une distinction cruciale. La directrice Winters leva la main pour éviter l'argument qui se préparait. Cette décision n'a pas besoin d'être prise ce soir. Pour l'instant, notre priorité est leur traitement médical et l'enquête sur l'angle du braconnage. Elle se tourna vers Sarah. Jeune fille, vous avez eu une journée extraordinaire. Je pense qu'il est temps que vous vous reposiez correctement. Sarah secoua la tête avec entêtement. Je dois rester avec eux. Shadow devient nerveux quand je pars. Les loups sont en sécurité et sédatés pour la nuit, lui assura Reynolds. Ils dormiront jusqu'au matin. En fait, interrompit un jeune assistant depuis la porte, l'alpha est toujours éveillé et assez alerte. Il surveille la porte depuis que Sarah est partie. Michael s'agenouilla à la hauteur de sa fille. Que dirais-tu d'un compromis ? Nous installerons un lit de camp dans la salle d'observation. Tu pourras voir les loups, ils pourront te voir, mais tu seras en sécurité et confortable. Sarah réfléchit, puis acquiesça à contre-cœur. D'accord, mais s'ils ont peur, je dois aller les voir. Alors que des préparatifs étaient pris pour le logement de Sarah, Jackson Miller et 3 de ses associés se réunirent dans une cabane de chasse à 16 km de la limite du parc. Miller arpentait le sol usé, son visage usé par les intempéries tordu de colère. Ces foutus loups ont survécu et, pire encore, ils ont nos pièges et nos balles sur eux, grognatait-il. S'ils remontent la piste de ce matériel jusqu'à nous, nous risquons des accusations fédérales. Un homme plus jeune nettoyant un fusil sur la table leva les yeux. Alors, quel est le plan, patron ? Miller étala une carte sur la table. Le centre de réhabilitation a une sécurité minimale la nuit. 2 gardes forestiers à l'avant, système d'alarme basique. On entre à 2 heures du matin, on élimine les loups, on fait croire qu'ils ont brisé le confinement et qu'ils ont dû être abattus. Et la gamine, demanda un autre homme mal à l'aise. Les infos disent qu'elle reste avec eux. On n'est pas des monstres, rétorqua Miller. On attend qu'elle soit déplacée ailleurs. J'ai juste besoin de quelqu'un au centre pour nous dire quand elle part. À 2 heures moins le quart, le téléphone de Miller vibra. Il vérifia le message et sourit d'un air sombre. C'est notre homme de l'intérieur. Maintenant, la fille sera dans la salle d'observation, séparée des loups. On y va à 2 heures. De retour au centre de réhabilitation, l'équipe de nuit avait pris le relais. La plupart des membres du personnel étaient partis, à l'exception du docteur Reynolds et de 2 techniciens vétérinaires surveillant l'état des loups. Sarah était allongée sur un lit de camp dans la salle d'observation, une grande fenêtre lui permettant de voir dans l'enclos où les 5 loups se reposaient. Malgré les attentes du personnel, Shadow restait éveillé, ses yeux ambrés fixés sur l'endroit où se trouvait Sarah. Michael était assis sur une chaise à côté du lit de sa fille, la regardant finalement s'endormir. Les événements de la journée l'avaient laissé émotionnellement et physiquement épuisé. Pourtant, son esprit continuait de s'emballer, traitant les implications des recherches d'Elisabeth et de la connexion remarquable de Sarah avec les loups. « Papa,
murmura Sarah somnolente. Est-ce que maman t'a déjà parlé du louveteau? Quel louveteau, ma chérie? Demanda Michael en lui caressant doucement les cheveux. Shadow. Maman l'a trouvé quand il était petit. Sa mère a été abattue par des braconniers. C'est dans son journal secret, celui que je garde sous mon matelas. Michael se figea. Quand est-ce que c'est arrivé? Il y a 3 ans. Maman a dit de ne le dire à personne parce que c'était contraire aux règles de l'aider, mais elle ne pouvait pas le laisser mourir. Les yeux de Sarah devenaient lourds. Elle l'a nourri au biberon jusqu'à ce qu'il soit assez fort, puis elle l'a aidé à trouver une nouvelle meute. C'est pour ça qu'il se souvient de nous. C'est pour ça qu'il ne m'a pas fait de mal. La révélation frappa Michael comme un coup physique. Elizabeth avait illégalement réhabilité un louveteau orphelin, selon les règlements du parc, et l'avait relâché dans la nature. Si Shadow était bien ce louveteau, cela expliquerait le comportement inhabituel du loup envers Sarah, qui aurait eu 5 ans à l'époque et qui aurait probablement participé aux soins secrets. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça avant aujourd'hui » demanda doucement Michael. « Maman m'a fait promettre de garder son secret » marmonna Sarah, le sommeil commençant à la gagner. « Et après sa mort, tu ne voulais plus parler d'elle. » La simple vérité des mots de sa fille transperça le cœur de Michael. Il s'était en effet retiré après la mort d'Elizabeth, s'enfouissant dans le travail plutôt que d'affronter la douleur du souvenir. Ce faisant, il s'était également coupé de Sarah, manquant la connexion qui aurait pu révéler cette situation beaucoup plus tôt. Alors que Sarah s'endormait finalement, Michael quitta discrètement la pièce et rechercha le doyen Blackhawk, qui conversait doucement avec le docteur Reynolds près de l'enclos des loups. « Robert, » dit Michael avec urgence, « j'ai besoin de voir toutes les recherches d'Elizabeth que tu as. Sarah vient de me dire quelque chose qui change tout dans cette situation. » Avant que l'aîné ne puisse répondre, la lumière au plafond s'éteignit soudainement, plongeant le centre dans l'obscurité. Les générateurs de secours se mirent en marche quelques secondes plus tard, fournissant un éclairage faible alors que les alarmes commençaient à retentir. « Violation de la sécurité » cria un garde forestier en se précipitant dans le couloir. Plusieurs intrus sur le périmètre, à l'intérieur de l'enclos des loups. Shadow se leva instantanément, les autres loups suivant rapidement son exemple. Plutôt que de paniquer, ils formèrent un cercle défensif tourné vers l'extérieur en direction des menaces potentielles, la même formation que les patrouilles de gardes forestiers avaient signalée lors des attaques. Michael se précipita vers la salle d'observation, soulagé de constater que Sarah dormait toujours, malgré l'agitation. Il se positionna de manière protectrice entre elle et la porte, en appuyant sur sa radio. « Ici Williams. Que se passe-t-il? » « Des intrus armés ont coupé l'alimentation principale », vint la réponse tendue de la directrice Winters. « Au moins 4 individus. » Carter se déplace pour intercepter, mais il se dirige vers l'aile de traitement. Le sang de Michael se glaça en réalisant les implications. Ils en veulent aux loups, aux preuves. À travers la fenêtre d'observation, Michael pouvait voir Shadow se promener anxieusement, son attention fixée sur la porte extérieure de l'aile de traitement. Le comportement du loup confirma la suspicion de Michael. D'une manière ou d'une autre, l'animal sentait la menace approcher. Le docteur Reynolds apparut à la porte de la salle d'observation, le visage grave. « Nous devons déplacer Sarah dans un endroit sûr. Si ce sont les braconniers, ils ne prendront pas le risque d'avoir des témoins. » Michael avait déjà commencé à ramasser sa fille endormie. Mais elle ne partira pas sans savoir que les loups sont en sécurité. Un fracas résonna depuis l'aile de traitement. Alors que la porte extérieure s'ouvrait en grand, la posture de Shadow passa instantanément de l'alerte à l'agressivité, ses poils se hérissant alors qu'il se positionnait entre la menace et les membres de sa meute. Les autres loups, malgré leurs blessures, adoptèrent des positions défensives similaires. « Faites sortir Sarah par le bureau arrière », exhorta Reynolds en glissant une carte d'accès dans la main de Michael. « Je reste avec les loups. » Michael prit sa fille encore endormie dans ses bras et se dirigea rapidement vers la sortie. Alors qu'il atteignait la porte, des coups de feu résonnèrent depuis l'aile de traitement, suivis de cris d'alarme. Le son réveilla Sarah. « Papa ? Que se passe-t-il » demanda-t-elle groggy. « Nous devons aller dans un endroit sûr » répondit Michael en se déplaçant rapidement dans le couloir. Sarah devint pleinement alerte en comprenant les bruits du conflit. « Les loups, ils sont en danger. » L'agent Carter s'en occupe, l'assura Michael, bien que sa voix manquât de conviction. D'autres cris résonnèrent dans le bâtiment, suivis d'une série de fracas et du son indubitable de verres brisés. Sarah se débattait dans les bras de Michael.
Papa, arrête, Shadow peut t'aider. Il connaît ces gens. Ce sont eux qui leur ont fait du mal avant. Michael s'arrêta, frappé par la certitude dans la voix de sa fille. Les journaux d'Elizabeth avaient consigné la capacité des loups à reconnaître des humains spécifiques, en particulier ceux associés à des expériences traumatisantes. Si ces intrus étaient bien les braconniers responsables des blessures du loup. Prenant une décision en une fraction de seconde qui allait à l'encontre de tout instinct de protection, Michael fit volte-face, se précipitant vers la salle d'observation. À travers la fenêtre, il pouvait voir 3 hommes armés dans l'aile de traitement tentant d'approcher l'enclos des loups, tandis que le docteur Reynolds et un agent de sécurité se mettaient à couvert derrière du matériel médical. « Ce sont les méchants », dit Sarah avec une certitude absolue, « ceux qui ont blessé Ombre et les autres. » Tandis qu'il regardait, Jackson Miller pointa son fusil sur l'enclos, avec l'intention claire d'éliminer les preuves de ses activités de braconnage. À ce moment précis, Michael prit une décision qui allait à l'encontre de tout ce qu'on lui avait appris sur la gestion de la faune. Il passa sa carte d'accès et ouvrit la porte reliant la salle d'observation à l'enclos. « Sarah, dis à Ombre, dit-il d'urgence, dis-leur qui sont ces hommes. » Comprenant immédiatement, Sarah entra dans l'enclos et émit le son grave et grondant qu'elle avait appris grâce aux enregistrements de sa mère. Ombre se tourna instantanément, reconnaissant sa présence. Les autres loups restèrent concentrés sur les intrus, grognant profondément. « Ce sont eux qui vous ont blessé, dit clairement Sarah, pointant du doigt les hommes armés, ceux qui ont mis le fil de fer dans la patte de grâce et tiré sur Luna. Quelque chose d'extraordinaire se produisit alors. Ombre regarda Sarah et les braconniers, faisant une connexion qui défiait la compréhension conventionnelle de la cognition du loup. La posture du loup alpha changea, son attention se concentrant avec une intensité laser sur Miller. Miller, voyant les loups, l'agression concentrée et l'enfant dans l'enclos, paniqua, tirez-leur dessus à tous. Maintenant. Alors que ses associés levaient leurs armes, l'agent Carter et son équipe tactique défoncèrent les portes principales, leurs armes pointées sur les intrus. Agents fédéraux, déposez vos armes. Un chaos éclata. Miller tira un coup de feu à l'aveugle qui brisa du matériel près du docteur Reynolds. L'un de ses associés, paniquant, tenta de fuir et entra en collision avec la porte de l'enclos, la faisant s'ouvrir. L'équipe de Carter riposta, forçant les braconniers à se mettre à couvert. Avec la porte désormais ouverte, Ombre prit une décision, au lieu de fuir ou d'attaquer au hasard, l'énorme loup se lança directement sur Miller, se déplaçant avec la détermination d'un prédateur qui avait identifié une menace spécifique. Les autres loups suivirent, créant un assaut coordonné qui éloigna les braconniers de Sarah et de l'équipe médicale. « Retenez vos tirs près des loups », cria Carter à son équipe, reconnaissant que les animaux ne visaient que les intrus. La scène qui se déroula stupéfia même les agents de la faune les plus expérimentés. Les loups acculèrent les braconniers contre le mur du fond, les empêchant de s'échapper sans réellement les attaquer. Ils maintinrent une barrière d'agression grognante qui garda les hommes coincés jusqu'à ce que l'équipe de Carter puisse s'approcher et les désarmer en toute sécurité. Une fois le dernier braconnier menotté, Ombre recula, retournant immédiatement aux côtés de Sarah. Les autres loups suivirent, formant un cercle protecteur autour de l'enfant jusqu'à ce que Michael puisse la rejoindre. « Tu as vu, papa ?» demanda Sarah, les yeux brillants de satisfaction, il savait exactement qui les avait blessés. Il voulait juste les empêcher de blesser qui que ce soit d'autre. Alors que le centre de réhabilitation retrouvait sécurité et ordre, les témoins des événements de la nuit se rassemblèrent dans un silence stupéfait. Les loups n'avaient pas attaqué sans discernement. Ils n'avaient pas fui quand ils en avaient eu l'occasion. Au lieu de cela, ils avaient agi avec ce qui ne pouvait être décrit que comme une retenue délibérée, ciblant ceux qui leur avaient fait du mal tout en protégeant ceux qui les avaient aidés. La directrice Winters s'approcha de Michael, qui se tenait avec son bras protecteur autour des épaules de Sarah. « Je gère la faune depuis 30 ans, dit-elle doucement, ce dont je viens d'être témoin contredit tout ce qui est écrit dans nos manuels sur le comportement des loups. » Pas tout, corrigea l'aîné Blackhawk en les rejoignant, juste les manuels écrits par ceux qui ont oublié comment écouter. Il baissa les yeux sur Sarah avec un profond respect. Cet enfant entend ce que nous avons oublié comment entendre. Alors que l'aube se levait sur Yellowstone, la nouvelle des événements de la nuit se répandit rapidement parmi le personnel du parc. Le réseau de braconnage avait été exposé, leur lien avec les blessures des loups confirmé par des preuves médico-légales. Le récit de la meute fantôme s'était complètement transformé, passant de tueurs insensés à victimes qui avaient identifié leurs agresseurs avec une précision étonnante. Dans la douce lumière matinale, Sarah était de nouveau assise avec Ombre, vérifiant doucement ses bandages.
Après les efforts de la nuit, la posture du loup était détendue, maintenant que la menace immédiate avait disparu. Le docteur Reynolds observait à distance respectueuse, assimilant encore les implications de ce dont il avait été témoin. Nous les avons mal compris, dit-il à Michael, tout ce temps, catégorisant leur comportement à travers notre perspective limitée. Michael acquiesça, regardant sa fille communiquer avec le loup par des gestes et des expressions subtiles. Elizabeth savait qu'elle essayait de le documenter, de prouver qu'il y avait plus dans leur cognition que ce que nous reconnaissions. L'agent Carter s'approcha, son expression stoïque habituelle adoucie par les révélations de la nuit. Miller a avoué avoir mené une opération de braconnage dans la section nord-est depuis 1 an. Son équipe visait spécifiquement les prédateurs en compétition pour les animaux de gibier, exactement la zone où les patrouilles de gardes forestiers ont été attaquées. Michael nota, oui. Carter admit, il semble que les loups visaient spécifiquement les patrouilles près des opérations de braconnage, pas des humains au hasard. Il fit une pause, luttant avec les implications. J'ai passé ma carrière à éliminer les prédateurs à problème en partant du principe qu'une fois qu'ils attaquent des humains, ils sont des menaces irrémédiables. Il regarda vers Sarah et les loups, sa vision du monde changeant visiblement. Je ne sais plus quoi croire. Alors que le matin arrivait pleinement, apportant avec lui la promesse d'une nouvelle compréhension, personne ne remarqua les nuages sombres s'amoncelant à l'horizon, les premiers signes d'une tempête qui finirait par briser la sécheresse, mais qui apporterait aussi de nouveaux défis pour les loups, pour Sarah et pour la confiance fragile qui se construisait entre les humains et les créatures sauvages avec lesquelles ils partageaient cet ancien paysage. Le lendemain matin de l'arrestation des braconniers apporta un calme provisoire au centre de réhabilitation. Dehors, des nuages sombres s'amoncelaient au-dessus du paysage desséché de Yellowstone, promettant les premières précipitations importantes depuis des mois. À l'intérieur, une autre sorte de tempête se préparait alors que les enquêteurs fédéraux, les responsables du parc et les experts de la faune luttaient pour comprendre les événements extraordinaires de la nuit précédente. Sarah était assise les jambes croisées sur le sol de la salle d'observation, dessinant soigneusement les loups dans son carnet. Bien qu'on l'ait exhorté à se reposer après le traumatisme de la nuit, l'enfant avait insisté pour maintenir un contact visuel avec la meute. Ombre était allongée le plus près de la cloison vitrée, ses yeux ambrés quittant rarement la petite silhouette de Sarah. La couverture médiatique a explosé, informa la directrice Winters à Michael alors qu'il passait en revue les rapports du matin dans son bureau improvisé. Tous les grands réseaux diffusent l'histoire. L'enfant communique avec des loups tueurs est une tendance sur toutes les plateformes sociales. Michael grimace face au cadrage sensationnaliste. Ils n'étaient pas des tueurs. Ils protégeaient leur territoire des personnes qui les avaient blessés. Vous et moi le savons, acquiesça Winters, mais la nuance ne génère pas de clics. Elle lui tendit une tablette affichant divers titres. Au moins, le récit est en train de changer. La semaine dernière, ils étaient des meurtriers, des prédateurs. Maintenant, ce sont des victimes incomprises. Leur conversation fut interrompue par le docteur Reynolds, dont l'expression épuisée reflétait la nuit d'opération chirurgicale d'urgence qu'il avait effectuée sur Grace après que sa blessure se soit rouverte pendant la confrontation. Elle est stable, rapporta-t-il sans préambule. L'infection s'était propagée plus loin que nous ne le pensions initialement. Si nous n'avions pas retiré ce fragment de fil de fer quand nous l'avons fait, elle aurait perdu la patte, voire sa vie. Michael acquiesça avec gratitude. Et les autres se rétablissent bien, compte tenu du stress de la nuit dernière. La jeune femelle, Luna, montre en fait le plus d'amélioration. Sa blessure par balle cicatrise proprement. Un léger coup à la porte annonça la présence de Sarah. Bien qu'on lui ait dit d'attendre dans la salle d'observation, l'enfant avait une détermination qui primait fréquemment sur les instructions des adultes. « Est-ce que Grace va aller bien ?» demanda-t-elle, son petit visage ridé d'inquiétude. Reynolds s'accroupit à sa hauteur, son détachement clinique s'adoucissant. « Elle aura besoin de temps pour guérir complètement, mais oui, elle ira bien. Tu avais raison à propos de ce fil de fer dans sa patte. Ça la rendait très malade. » Sarah acquiesça solennellement. C'est pour ça qu'elle était si en colère quand les gardes forestiers s'approchaient. Elle pensait que tous ceux qui portaient un uniforme allaient lui faire plus de mal. La simple perspicacité, exprimée avec la franchise d'un enfant, fit taire les adultes pendant un moment. Reynolds échangea des regards avec Michael, les deux hommes frappés de voir comment la perspective de Sarah illuminait ce que leur formation scientifique avait négligé. « Sarah, dit doucement Michael, j'ai besoin de te poser une question importante. Tu m'as dit qu'Ombre était le louveteau que maman avait sauvé il y a 3 ans. Es-tu absolument certaine ?
Sarah regarda son père avec surprise. « Bien sûr que je suis sûr, papa. Tu ne vois pas la marque sur son oreille ?» Maman disait qu'elle ressemblait à un petit cœur. C'est comme ça qu'on le reconnaîtrait toujours. Michael sortit son téléphone et ouvrit un fichier photo qu'il avait découvert dans les documents de recherche de son ex-femme, un gros plan d'un louveteau avec un motif distinctif en forme de cœur dans la fourrure de son oreille droite. Le marquage correspondait exactement à ce qui était maintenant visible sur l'ombre adulte. « Mon Dieu !» souffla Reynolds. « Si c'est le même animal, cela expliquerait le comportement de reconnaissance. Les loups s'imprègnent fortement pendant le développement précoce. Si Elizabeth l'a élevé à la main, alors il se souviendrait de Sarah, termina Michael, et associerait peut-être son odeur à la sécurité et aux soins. » Leur conversation fut interrompue par une agitation provenant de l'entrée principale. Le sénateur Harrison était revenu, cette fois accompagné de plusieurs fonctionnaires en costume et d'un groupe de journalistes qui étaient retenus au périmètre par la sécurité. Dr Williams, appela le sénateur, s'avançant résolument vers eux. « Nous devons discuter de la disposition de ces animaux immédiatement. Le gouverneur subit des pressions des deux côtés. Les groupes de conservation veulent qu'ils soient protégés. Les éleveurs et les responsables du tourisme veulent des assurances qu'ils ne poseront pas de menaces futures. » Michael se redressa instinctivement, se plaçant entre les fonctionnaires et Sarah. « Ces loups ont été blessés par des opérations de braconnage illégal, sénateur. Leur comportement était une réponse directe à un traumatisme infligé par l'homme. » « Quoi qu'il en soit, rétorqua Harrison, nous avons des protocoles concernant les prédateurs qui ont attaqué des humains, quelles que soient les circonstances. » « Les protocoles sont faux, intervint Sarah, sa voix d'enfant clair coupant la tension. Ils ne comprennent pas pourquoi les loups ont fait ce qu'ils ont fait. Le sénateur Harrison baissa les yeux sur Sarah, momentanément déconcerté par sa franchise. Ses instincts politiques se réaffirmèrent rapidement alors qu'il reconnaissait une opportunité potentielle de relations publiques. Il adoucit son expression et s'adressa directement à elle. « Jeune fille, votre bravoure a impressionné tout le pays, mais ce sont toujours des prédateurs sauvages qui ont blessé plusieurs personnes. » « Seulement parce qu'ils ont été blessés en premier, » insista Sarah. Ombre protégeait sa famille après que de mauvaises personnes leur aient fait du mal. Un éclair de curiosité sincère traversa le visage du sénateur. « Ombre, le mâle alpha, » expliqua Michael. « Ma fille l'a identifié comme un louveteau que ma défunte épouse a réhabilité il y a 3 ans. »« Y a-t-il une preuve de ce lien ?» demanda Harrison avec insistance. « Nous recueillons des preuves maintenant, » répondit Michael, mais les événements de la nuit dernière offrent une confirmation comportementale convaincante. Les loups ont spécifiquement ciblé les braconniers qui les avaient blessés tout en protégeant le personnel du parc. Comme si la discussion l'avait invoqué, l'agent Carter rejoignit le groupe, son expression sévère habituelle remplacée par une expression de respect conflictuel. « Sénateur, j'ai passé 15 ans à éliminer les prédateurs à problème. Je suis venu ici pour éliminer les loups que je considérais comme une menace pour la sécurité publique. » Il fit une pause, choisissant soigneusement ses prochains mots. « Ce dont j'ai été témoin la nuit dernière remet en question tout ce que je pensais savoir sur le comportement des prédateurs. » La gravité de la déclaration de Carter n'échappa pas à Harrison, qui comprenait les complexités politiques en jeu. Le public surveille de près cette situation. Quelle que soit la décision que nous prenions, elle établira des précédents pour la gestion des prédateurs dans tout le système des parcs nationaux. La discussion fut interrompue par l'assistante du docteur Reynolds qui se précipita dans la pièce, le visage pâle. « Docteur, l'état de Grace s'est détérioré. Sa température monte en flèche et elle ne répond pas aux antibiotiques. » La réunion se dispersa instantanément alors que Reynolds se précipitait vers la zone de traitement, avec Michael, Sarah et les autres suivant de près. À l'intérieur de l'enclos, la plus vieille louve était allongée sur le côté, respirant bruyamment, sa patte blessée gonflée à près de 2 fois sa taille normale malgré l'intervention chirurgicale. « Septicémie » murmura Reynolds en examinant rapidement la louve. L'infection a pénétré dans son sang. Nous devons commencer un protocole antibiotique différent immédiatement. Alors que l'équipe médicale se précipitait pour préparer les médicaments nécessaires, Sarah se faufila devant son père et s'approcha de la louve souffrante. Avant que quiconque puisse l'arrêter, elle s'était agenouillée à côté de Grace et avait posé une main douce sur son flanc haletant. « Sarah, recule !» cria Michael, alarmé par la proximité de sa fille avec un prédateur blessé potentiellement imprévisible. « Elle n'est pas dangereuse, papa, » répondit Sarah sans lever les yeux. « Elle a juste très peur et elle souffre. » À la surprise de tous, Grace tourna légèrement la tête vers l'enfant,
un doux gémissement s'échappant de son museau. Ombre, qui arpentait anxieusement les environs, s'approcha et se positionna de manière protectrice à côté de Sarah et de la louve malade. « Je n'ai jamais rien vu de pareil, » murmura Reynolds à Michael. La dynamique de la meute devrait être complètement perturbée en captivité, surtout avec la femelle alpha aussi gravement compromise, mais ils maintiennent leurs liens sociaux et incluent d'une manière ou d'une autre Sarah dans cette structure. L'heure suivante se passa dans une activité intense alors que Reynolds et son équipe administraient un traitement d'urgence à Grace. Sarah refusa de quitter la louve des yeux, lui parlant doucement pendant toutes les procédures. Ombre maintint sa position vigilante, émettant occasionnellement de faibles vocalisations qui semblaient calmer les autres loups. Malgré les efforts acharnés de l'équipe vétérinaire, l'état de Grace continua de se détériorer vers le milieu de l'après-midi. Reynolds prit Michael à part, son expression sombre. L'infection est trop avancée et elle est trop affaiblie par des mois de malnutrition et de stress. Nous la perdons. Michael jeta un coup d'œil à Sarah, qui était assise et caressait la tête de Grace avec des mouvements doux. Comprend-elle ce qui se passe? Je pense que oui, répondit Reynolds doucement. Elle n'a pas quitté Grace des yeux, pas même pour manger. Elle n'arrête pas de lui murmurer des choses. Alors que les ombres de l'après-midi s'allongeaient, la respiration de Grace devint de plus en plus laborieuse. Les autres loups se rapprochèrent, sentant l'inévitable. Ombre se positionna d'un côté de la louve mourante, tandis que Sarah restait de l'autre, sa petite main ne quittant jamais la fourrure de Grace. « Tout va bien, » murmura Sarah, les larmes coulant sur son visage. « Tu as protégé ta famille. Tu as été si courageuse. Tu peux te reposer maintenant. » L'aîné Blackhawk, qui était arrivé pendant la crise, se tenait tranquillement avec Michael au bord de l'enclos. « Dans nos traditions, dit-il doucement, nous croyons que le décès d'un loup est un moment sacré. Ils ne craignent pas la mort comme les humains, mais la considèrent comme un retour au grand esprit de la nature sauvage. » Alors que le soleil commençait à se coucher, Grace prit une dernière respiration frémissante et s'immobilisa. Sarah posa sa tête contre le cou de la louve et sanglota doucement. Les autres loups commencèrent un doux hurlement plaintif qui hérissa les bras de tous les humains présents. Michael se déplaça pour réconforter sa fille, mais l'aîné Blackhawk le retint doucement. « Attends, » lui conseilla-t-il. « Regarde. » Ombre s'approcha de Sarah et la poussa doucement avec son museau, comme pour reconnaître son chagrin. Puis l'énorme loup s'assit sur ses hanches et leva la tête en un hurlement à plein poumon qui résonna dans tout le centre de réhabilitation. Un par un, les autres loups se joignirent à lui dans une lamentation harmonisée qui semblait transcender la simple vocalisation animale. Les larmes de Sarah s'estompèrent progressivement alors qu'elle se joignait au rituel de deuil, son visage reflétant une sagesse bien au-delà de ses 8 ans. En ce moment de chagrin partagé, la frontière entre l'humain et le loup sembla se dissoudre, révélant une connexion plus profonde qui existait bien avant que la civilisation moderne ne trace ses lignes rigides entre les personnes et les prédateurs. À l'extérieur du rassemblement, les nuages finirent par se dissiper, libérant les premières vraies pluies depuis des mois sur le paysage desséché de Yellowstone. Alors que l'eau ruisselait sur les fenêtres du centre de réhabilitation, elle semblait marquer à la fois une fin et un commencement, la mort d'un loup ouvrant la porte à une nouvelle compréhension qui transformerait finalement la façon dont les humains percevaient ces créatures complexes et intelligentes avec lesquelles ils partageaient la planète. La pluie continua toute la nuit, un tambourinement régulier sur le toit du centre de réhabilitation qui fournissait une bande sonore solennelle au chagrin à l'intérieur. Le corps de Grace avait été respectueusement transféré au laboratoire vétérinaire, où le docteur Reynolds procéderait à un examen approfondi pour documenter toute l'étendue de ses blessures, pour l'enquête en cours contre Miller et son opération de braconnage. Les loups restant en ombre, Luna, Timber et Sheba s'étaient retirés dans le coin le plus éloigné de leur enclos, blottis les uns contre les autres en un groupe serré qui reflétait leur deuil collectif. Sarah avait finalement succombé à l'épuisement, s'endormant sur un lit de camp dans la salle d'observation après avoir refusé de quitter l'établissement. Michael était assis à côté d'elle, observant le visage de sa fille taché de larmes au repos, frappé de voir combien elle avait enduré au cours des 36 dernières heures. Le poids de la responsabilité pesait lourdement sur lui, non seulement pour le bien-être de Sarah, mais aussi pour l'avenir des loups qui étaient devenus de manière inattendue centraux dans leur vie. « C'est une enfant remarquable », vint une voix douce de la porte. Richard Morris se tenait là, son bras blessé toujours en écharpe, son visage reflétant un mélange complexe d'émotions. « Puis-je entrer ?» Michael acquiesça, désignant une chaise en face de lui. « Je pensais que vous seriez parti maintenant. » Morris s'installa dans la chaise, grimaçant légèrement en ajustant son bras blessé. « J'avais prévu de le faire. »
Mon vol de retour à Minneapolis était prévu pour hier matin. Il jeta un coup d'œil vers Sarah endormie. Mais après ce que j'ai vu, je ne pouvais pas simplement m'en aller. Qu'avez-vous vu exactement? Demanda Michael, étudiant l'homme qui avait initialement été l'opposant le plus virulent des loups. Maurice resta silencieux pendant un moment, rassemblant ses pensées. Quand j'ai été attaqué, j'étais certain que j'étais face à des tueurs insensés. Toute ma compréhension des loups provenait d'histoires, de films, de documentaires occasionnels. Il regarda à travers la fenêtre d'observation la meute en deuil. Mais la nuit dernière, je les ai vus cibler les hommes qui leur avaient fait du mal avec intention. Ils ont protégé l'enfant. Ils ont fait preuve de jugement. Michael acquiesça, reconnaissant le changement fondamental de perspective que Maurice s'efforçait d'articuler. Ce ne sont pas les simples prédateurs dans lesquels nous les avons catégorisés. Non, acquiesça Maurice doucement. Ils ne le sont pas. Il hésita avant de continuer. J'ai passé la journée à parler avec l'aîné Black Hawk. Il a partagé la compréhension traditionnelle de son peuple des loups, non pas comme des bêtes insensées ou des esprits mystiques, mais comme des êtres intelligents avec des structures sociales complexes et des vies émotionnelles qui ressemblent aux nôtres à bien des égards. La mention de Black Hawk rappela à Michael les commentaires précédents de l'aîné sur le travail d'Elizabeth avec son grand-père. A-t-il mentionné les recherches de ma défunte épouse? Oui, confirma Maurice. En fait, c'est en partie pour cela que je suis venu vous trouver. Il a dit qu'il y avait des documents, des enregistrements, des photographies, des journaux qu'Elizabeth avait créés avec les conseils de son grand-père, du matériel qui n'a jamais été publié ou partagé avec la communauté scientifique. Sarah a mentionné un journal secret caché dans sa chambre, dit Michael, jetant un coup d'œil à sa fille endormie, et nous avons trouvé quelques notes d'Elizabeth dans le sac à dos de Sarah, mais je soupçonne qu'il y a beaucoup plus. Black Hawk croit que ce matériel pourrait transformer notre compréhension de la communication des loups. Maurice continua, pas seulement un intérêt académique, Dr Williams. Cela pourrait fondamentalement modifier la façon dont nous gérons les conflits entre l'homme et la faune en Amérique du Nord. Michael resta silencieux pendant un moment, assimilant les implications. Pourquoi me dites-vous cela? Il y a une semaine, vous demandiez que ces loups soient détruits. Maurice baissa les yeux sur son bras bandé, puis regarda à nouveau Michael avec une sincérité inattendue. Parce que j'avais tort. Parce qu'on m'a donné la chance de corriger une erreur avant qu'elle ne cause un préjudice irréparable. Il fit une pause. Et parce que j'ai des ressources qui pourraient t'aider. Je ne suis pas juste un touriste, Dr Williams. Je suis le directeur exécutif de la Fondation Northwood. Nous finançons des initiatives de conservation de la faune dans les États du Nord. Maurice tendit sa carte de visite à l'aide de son bras valide. Quand je retournerai à Minneapolis, je recommanderai une subvention substantielle pour soutenir la recherche basée sur le travail de votre femme si vous êtes prêt à la continuer. Avant que Michael puisse répondre, il y eut une agitation provenant du bâtiment principal. La directrice Winters apparut à la porte, son expression urgente. « Michael, nous avons besoin de vous. » La meute se comporte étrangement. Michael vérifia rapidement que Sarah dormait toujours avant de suivre Winters vers l'enclos principal. Les 4 loups restants avaient quitté leur coin et étaient maintenant positionnés en une formation serrée face au muret. Ombre se tenait légèrement en avant des autres, sa posture alerte mais non agressive. « Ils sont comme ça depuis environ 10 minutes, expliqua Reynolds, observant les animaux avec une curiosité professionnelle. Pas de stimulus évident, mais ils répondent clairement à quelque chose. L'aîné Black Hawk se tenait tranquillement près de la fenêtre d'observation, son visage ridé contemplatif. « Ils entendent la tempête qui arrive, dit-il finalement, une plus grosse qui suit cette pluie. » Comme pour confirmer ses paroles, un grondement lointain de tonnerre traversa le parc. Les oreilles des loups tressaillirent à l'unisson, mais ils maintinrent leur attention concentrée sur le muret. « Il y a autre chose, continua Black Hawk. Quelque chose qu'ils sentent que nous ne sentons pas. » Michael s'approcha de l'enclos avec prudence. Ombre tourna légèrement la tête, reconnaissant la présence de Michael, sans rompre sa position vigilante. Le comportement était déroutant. Pas de peur ou d'agression, mais un état de conscience accru dirigé vers quelque chose au-delà des murs de l'établissement. La frontière est, réalisa soudain Michael. C'est la direction de leur territoire. Reynolds vérifia le moniteur météorologique mural. Le Doppler montre un important système de tempête venant de l'Est. Les premières précipitations importantes depuis des mois. La sécheresse a été leur plus grand défi, dit Michael, pensant à voix haute.
Avec la pluie, les animaux proies retourneront sur leur territoire. L'écosystème commencera à se rétablir. Ils le sentent. Le retour de l'équilibre, déclara simplement Black Hawk. Une voix douce se fit entendre derrière lui. Ils veulent rentrer à la maison. Sarah se tenait à la porte, ses yeux encore lourds de sommeil, mais son expression claire et certaine. Elle se dirigea directement vers l'enclos, où Ombre rompit immédiatement sa veille pour s'approcher d'elle. L'énorme loup pressa son museau cicatrisé contre le grillage et Sarah posa sa petite main dessus en réponse. La pluie répare leur maison, continua-t-elle. Ils savent qu'il est temps de rentrer. Les adultes échangèrent des regards, la question tacite planant dans l'air, que arriverait-il à des loups qui avaient attaqué des humains s'ils étaient relâchés dans la nature? Le protocole standard était clair, quelles que soient les circonstances. Pourtant, tout dans cette situation avait déjà défié les protocoles standards. Nous ne pouvons pas simplement ouvrir les portes et les laisser partir, dit la directrice Winters, exprimant les préoccupations pratiques. Même avec ce que nous savons maintenant sur les causes de leur agression, il y aurait d'importantes questions de sécurité publique, sans parler des retombées politiques. Ils ne blesseraient pas les gens qui ne les blessent pas en premier, insista Sarah. C'est ce que maman a compris, les loups n'attaquent les humains que lorsque les humains ont déjà fait quelque chose de menaçant. La simplicité de sa déclaration démentait le concept révolutionnaire qui la sous-tendait, l'agression des loups envers les humains n'était pas aléatoire ou instinctive, mais réactive. Si cela était vrai, cela renverserait des décennies d'hypothèses de gestion de la faune. Sarah, dit doucement Michael, comment sais-tu ça? Est-ce que maman te l'a dit ou tu l'as lu dans ses journaux intimes? Les deux, répondit Sarah, mais Ombre me l'a dit aussi. Un silence tendu suivit cette déclaration. Les adultes échangèrent des regards inquiets, craignant que le lien émotionnel de Sarah avec les loups ne bascule dans l'imaginaire. Chérie, commença Michael prudemment, qu'est-ce que tu veux dire? Ombre te l'a dit? Sarah regarda son père avec l'expression patiente que les enfants utilisent souvent lorsque les adultes sont particulièrement obtus. Pas avec des mots, papa, avec sa façon d'agir. Quand on l'a trouvé, tout petit, il avait peur de tout le monde sauf de maman et moi. Même après qu'il aille mieux, il se cachait dès que quelqu'un d'autre entrait dans la pièce sombre où on le gardait. Elle se tourna de nouveau vers le loup, qui restait concentré sur elle avec une reconnaissance évidente. Mais maman m'a appris à observer ses oreilles, sa queue et ses yeux pour comprendre ce qu'il ressentait. Elle disait, les loups parlent avec tout leur corps tout le temps, mais les humains ont oublié comment écouter. Black Hawk acquiesça lentement. L'ancien savoir. Mon grand-père l'a enseigné à votre mère, les mêmes leçons que mes ancêtres ont apprises au fil des millénaires en vivant aux côtés des loups. Pas du mysticisme, de l'observation. Comme pour le démontrer, Sarah fit un geste subtil de la main. Ombre réagit immédiatement en s'asseyant, son attention complètement focalisée sur l'enfant. Elle fit un autre petit mouvement et le loup tourna la tête pour regarder les autres membres de la meute avant de revenir à Sarah. Mon grand-père croyait que certaines personnes naissaient avec le don de parler aux animaux, continua Black Hawk, pas de la magie, mais une compréhension intuitive de la communication animale qui va au-delà de ce qui peut être enseigné. Elisabeth avait ce don. Il semble que sa fille le partage. Le docteur Reynolds, toujours le scientifique, observa l'interaction avec un intérêt professionnel. Il existe des cas documentés de personnes dotées de capacités extraordinaires à interpréter le comportement animal, le travail de Temple Grandin avec les bovins, par exemple. Ce n'est pas surnaturel, c'est une forme différente d'intelligence. Pendant que les adultes débattaient, Sarah continua sa communication silencieuse avec Ombre. Le loup était revenu à sa posture vigilante, face à l'est, mais se retournait régulièrement vers Sarah, comme pour essayer de transmettre quelque chose d'urgent. « Papa, dit Sarah soudain, il faut qu'on vérifie la cachette spéciale de maman. »« Quelle cachette ?» demanda Michael, confus. « Dans la pièce sombre, derrière la planche mal fixée ?»« C'est laquelle gardait le journal le plus important, celui où il y a tout ce qu'elle a appris du grand-père de Monsieur Black Hawk. » Michael échangea un regard avec l'aîné, qui acquiesça en signe d'encouragement. « Je peux rester avec l'enfant pendant que vous enquêtez, » proposa-t-il. La décision prise, Michael se précipita vers sa voiture et roula sous la pluie incessante jusqu'à leur cabane. La pièce sombre, autrefois le sanctuaire d'Elisabeth, était restée largement intacte depuis sa mort. La porte restait fermée, comme pour contenir le chagrin qui y était associé. Maintenant, avec un nouvel objectif, Michael entra dans le petit espace. L'odeur familière des produits chimiques de photographie s'était estompée,
mais la présence d'Elisabeth semblait persister dans l'équipement soigneusement rangé et la photographie encore accrochée au fil à sécher. Suivant les instructions de Sarah, il localisa une planche de plancher mal fixée près du mur du fond. En la soulevant, il découvrit un récipient étanche niché dans l'espace en dessous. À l'intérieur se trouvait un journal relié en cuir, plus usé que les autres, ses pages remplies de l'écriture précise et des croquis détaillés d'Elisabeth. En commençant à lire, la compréhension qu'avait Michael de sa défunte femme et des loups qui étaient devenus si importants dans leur vie subit une profonde transformation. Le journal documentait non seulement des techniques de communication avec les loups, mais un cadre complet pour comprendre le comportement des prédateurs qui remettaient en question les pratiques conventionnelles de gestion de la faune. Elisabeth avait travaillé avec le grand-père de Black Hawk pour documenter des connaissances traditionnelles qui avaient été rejetées par la science moderne, des connaissances qui, si elles étaient validées, exigeraient une réévaluation complète de la façon dont les humains interagissaient avec les loups et les autres prédateurs. Les dernières pages contenaient quelque chose d'inattendu, une lettre adressée à Michael, écrite dans les semaines précédant l'accident fatal d'Elisabeth. En lisant ces mots, des larmes commencèrent à couler sur son visage, non seulement pour la perte qu'il n'avait jamais complètement surmontée, mais pour le lien avec sa femme qui avait toujours été là, attendant d'être découvert grâce au lien extraordinaire de leur fille avec un loup nommé Ombre. L'aube se leva sur Yellowstone avec une clarté qui semblait presque surnaturelle. Après des mois de brume causée par la sécheresse, 3 jours de pluie continue avaient transformé le paysage, incitant les herbes dormantes à déployer de timides pousses vertes et remplissant les lits de ruisseaux asséchés d'eau vive. La tempête était passée, laissant derrière elle un monde renouvelé, une toile de fond appropriée pour les décisions qui détermineraient l'avenir de la meute fantôme. Dans la salle de conférence du centre de réhabilitation, un rassemblement remarquable s'était constitué. La directrice Winter était assise en bout de table, flanquée du docteur Reynolds et de l'agent Carter. Michael Williams occupait une chaise à mi-chemin, le journal retrouvé d'Elisabeth ouvert devant lui. À côté de lui était assise Sarah, grave mais déterminée, ses petits doigts tournant occasionnellement les pages de son propre cahier rempli d'observations attentives des loups. Richard Morris avait engagé les ressources de sa fondation, maintenant dévouée à ce qu'il appelait l'initiative de communication avec les loups de Yellowstone. L'aîné Black Hawk représentait le savoir traditionnel qui avait constitué le fondement de la recherche d'Elisabeth. Le sénateur Harrison complétait cette coalition improbable, ses instincts politiques reconnaissant l'importance potentielle historique de la situation. Le dernier journal d'Elisabeth change tout, expliqua Michael, s'adressant au groupe assemblé. Elle ne se contentait pas de documenter le savoir traditionnel sur le comportement des loups, elle le testait et le validait systématiquement par rapport aux interactions observables, et ses conclusions ont incité la directrice Winters. Michael regarda vers Sarah, puis de nouveau vers le groupe, à penser que l'agression des loups envers les humains suit des schémas rationnels prévisibles basés sur les interactions antérieures. Que les loups peuvent distinguer les humains individuellement et se souvenir d'incidents spécifiques sur plusieurs années. Que, contrairement à nos hypothèses de gestion, les loups ne sont pas des prédateurs intrinsèquement imprévisibles qui pourraient attaquer les humains au hasard. C'est une révision radicale des principes établis de gestion de la faune, nota le sénateur Harrison, bien que son ton suggéra de l'intérêt plutôt que du rejet. C'est le cas, reconnut Michael, mais les preuves sont convaincantes. Le comportement de la meute fantôme, de leur agression ciblée envers les gardes forestiers dans les zones de braconnage à leur protection de Sarah et à la reconnaissance de leurs agresseurs, s'aligne parfaitement sur le cadre d'Elisabeth. Le docteur Reynolds tapota sa tablette, affichant des graphiques médicaux sur l'écran mural. Les preuves physiques soutiennent également cette théorie. Chaque membre de la meute présente des blessures compatibles avec des activités de chasse illégales, collets, blessures par balle, blessures de piégeage. Leur agression a émergé à la suite de ces traumatismes infligés par l'homme. Et maintenant, nous avons les aveux de Miller et de ses associés, ajouta l'agent Carter. Ils ont avoué avoir ciblé cette meute spécifique après que les loups ont commencé à perturber leurs opérations de braconnage. Leur stratégie était de blesser plutôt que de tuer, de chasser les loups tout en évitant l'enquête fédérale que les tueries de loups auraient déclenchée. Au lieu de cela, ils ont créé des prédateurs qui associaient les humains à la douleur, conclut Michael, plus précisément les humains dans les zones où ils avaient été blessés. L'aîné Black Hawk acquiesça lentement. Cela correspond à notre compréhension traditionnelle, les loups se souviennent. Ils enseignent à leurs petits quels bipèdes sont dignes de confiance et lesquels apportent le danger. Ce qui nous amène à la question cruciale, dit la directrice Winter, ramenant la discussion à son objectif pratique, que faisons-nous de ces loups maintenant? Ils se sont rétablis physiquement, mais le protocole standard interdirait toujours la libération de prédateurs qui ont attaqué des humains, quelle que soit la provocation. Sarah,
qui avait écouté tranquillement, prit enfin la parole. Ils doivent rentrer chez eux, dit-elle simplement, il y a de nouveau de l'eau sur leur territoire. Les animaux qu'ils chassent vont revenir et ils ne feront pas de mal aux gens, sauf si les gens essaient de leur faire du mal en premier. Sarah, dit Michael doucement, je crois que c'est vrai, mais nous devons convaincre les gens qui n'ont pas vu ce que nous avons vu ces derniers jours. En fait, intervint Richard Morris, l'opinion publique est déjà en train de changer radicalement. Il tendit une tablette à Michael, affichant des reportages et les tendances des médias sociaux. Les images des loups protégeant le personnel du parc contre les braconniers armés sont devenues virales. Ils sont salués comme des héros dans certains milieux. Le sénateur Harrison acquiesça pensivement. Le paysage politique a certainement changé. Au départ, mon bureau recevait des appels exigeant la destruction des loups. Maintenant, nous recevons des appels passionnés pour leur protection. Au-delà de l'opinion publique, ajouta le docteur Reynolds, il y a la considération écologique. L'élimination de la meute fantôme créerait un vide territorial qui serait probablement comblé par un autre groupe de loups dans les mois à venir. D'un point de vue de la gestion, une meute qui reconnaît et évite désormais les braconniers pourrait en fait être préférable. La directrice Winter considéra tout cela, son esprit d'administratrice expérimentée pesant les différents facteurs. Je suis encline à autoriser une libération conditionnelle, dit-elle finalement, avec des colliers de suivi par satellite et un protocole de surveillance plus intensif que notre approche standard. Je peux allouer des fonds de conservation d'urgence pour soutenir le programme de surveillance. Le sénateur Harrison offrit, reconnaissant une opportunité politique précieuse quand il en voyait une, et la fondation Northwood financera la composante de recherche, ajouta Morris. Documenter le comportement de la meute après la libération pourrait fournir des données inestimables pour soutenir les théories d'Elizabeth. Pendant que les adultes discutaient des détails pratiques et politiques, l'attention de Sarah se porta sur la fenêtre d'observation. Dehors, le soleil du matin illuminait l'enclos des loups ombres, Luna, Timber et Sheba s'étaient positionnés face à l'est, vers leur foyer. Leur posture ne reflétait pas de l'agitation mais de l'anticipation, comme s'ils comprenaient en quelque sorte les discussions qui déterminaient leur sort. Plus tard dans la matinée, alors que les derniers préparatifs de la libération étaient en cours, Michael trouva Sarah assise en tailleur dans la salle d'observation, écrivant attentivement dans son journal. « Sur quoi travailles-tu, ma chérie ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « J'écris tout ce que je sais sur Ombre et les autres, » répondit-elle sans lever les yeux, pour que les scientifiques qui les étudient les comprennent mieux. Michael sourit, reconnaissant chez sa fille la même attention méticuleuse aux détails qui avait caractérisé la recherche d'Elizabeth. « C'est très utile, » dit le docteur Reynolds, « tes notes lui ont déjà appris des choses qu'il ne savait pas sur le comportement des loups. » Sarah finit par lever les yeux, son jeune visage grave, « Papa, quand ils retourneront dans la nature, je pourrai encore leur rendre visite parfois. » La question prit Michael au dépourvu. Le protocole qu'ils avaient mis au point comprenait une approche stricte, sans contact, une fois les loups relâchés, précisément pour éviter de les habituer davantage au contact humain. Mais le lien entre Sarah et Ombre en particulier défiait les approches de gestion conventionnelles. « Nous allons trouver une solution, promit-il, ne voulant pas lui briser le cœur, après tout, elle a enduré. Peut-être des visites supervisées au poste d'observation près de leur territoire où tu pourras les voir de loin. » Sarah considéra ce compromis, puis acquiesça. « Ils sauront que je suis là, même de loin. Les loups peuvent sentir les gens à des kilomètres. » C'est écrit dans le journal de maman. En parlant du journal de maman, dit Michael prudemment, j'ai trouvé sa lettre à la fin. Sarah se figea immédiatement, les yeux grands ouverts. Celle qu'elle a écrite pour quand nous serions prêts à comprendre? Michael acquiesça, surpris. Tu étais au courant. Elle m'a dit qu'il y avait un message spécial pour nous deux, mais que je ne devais pas te le dire tant que tu ne l'aurais pas trouvé toi-même. La voix de Sarah baissa jusqu'à un murmure. Elle a dit que tu le trouverais quand tu serais prêt à réentendre les loups. Cette simple déclaration frappa Michael avec une force inattendue. Elizabeth avait su, peut-être mieux que lui-même, comment il se réfugierait dans un détachement scientifique après l'avoir perdu. Elle avait prédit son retrait émotionnel, non seulement de leur fille, mais aussi de la compréhension intuitive de la nature qui les avait initialement rapprochés. Elle avait raison, admit-il doucement. J'ai arrêté d'écouter après que nous l'ayons perdu. Les loups, la forêt, toi. Sarah se pencha contre le côté de son père, offrant un pardon sans mots. Ensemble, ils regardèrent les loups, qui s'étaient calmés et attendaient de retourner dans la nature où ils appartenaient. La libération était prévue pour le milieu de l'après-midi,
lorsque l'activité touristique dans le parc serait minimale. Le plan prévoyait une libération en douceur dans une section reculée du territoire d'origine des loups, maintenant rajeuni par les pluies récentes. Des colliers de suivi avaient été installés sur chaque loup, conçus pour être confortables tout en fournissant des données en temps réel sur leurs mouvements et leur comportement. Alors que les véhicules de transport étaient préparés, une petite foule s'était rassemblée pour assister à ce moment historique. Outre les participants officiels, plusieurs médias avaient été autorisés à documenter la libération à une distance respectueuse. L'histoire de la meute fantôme avait captivé l'attention nationale, évoluant d'un sensationnalisme alimenté par la peur à un récit nuancé sur les relations entre l'homme et la faune. Sarah insista pour monter dans le véhicule de transport avec les loups, une demande qui violait tous les protocoles de sécurité, mais que Michael et la directrice Winter se trouvèrent incapables de refuser. Avec les loups attachés dans des compartiments séparés, Sarah s'assit à côté de son père, son expression mélangeant joie et tristesse. « Ils seront plus heureux dans la nature, dit-elle, comme pour se rassurer. C'est là qu'ils appartiennent. » Oui, acquiesça Michael, son bras autour de ses épaules, et grâce à toi, ils ont une seconde chance. Les véhicules se déplacèrent en procession sombre à travers le paysage transformé de Yellowstone. Les pluies récentes avaient peint les collines d'un vert timide, tandis que les ruisseaux et les mares reflétaient le ciel bleu clair. La faune indigène avait déjà commencé à revenir dans les zones que la sécheresse avait rendues inhabitables quelques jours plus tôt. Sur le site de libération désigné, une vallée abritée près d'un ruisseau fraîchement coulant, les véhicules formèrent un demi-cercle sous la direction du docteur Reynolds. La directrice Winter s'approcha de Michael et de Sarah, qui se tenaient la main près du véhicule de tête. « Sommes-nous prêts ?» demanda-t-elle doucement. Sarah acquiesça, son petit visage grave du poids de l'instant. Ils sont prêts à rentrer chez eux. À son signal, les portes des cages de transport furent ouvertes simultanément. Pendant de longs instants, rien ne se passa. Puis Ombre émergea le premier, sa silhouette puissante se détachant sur la forêt baignée de soleil au-delà. Il fit une pause, testant l'air avant de faire quelques pas prudents en avant. Luna suivit, puis Timber et enfin Sheba, chaque loup retournant à la liberté avec une conscience délibérée. Au lieu de fuir immédiatement dans la nature, cependant, la meute forma un cercle étroit juste à l'extérieur des cages. Ombre tourna son visage balafré vers Sarah, ses yeux ambrés rencontrant les siens à travers la distance de sécurité soigneusement maintenue. « Au revoir », murmura Sarah, les larmes coulant sur son visage. « Souvenez-vous de nous. » Comme en réponse, Ombre leva son museau et lâcha un hurlement obsédant qui résonna à travers la vallée. Un par un, les autres loups le rejoignirent, leurs voix se mélangeant dans une harmonie sauvage qui sembla toucher quelque chose d'ancien dans chaque humain présent. Puis, avec un dernier regard vers les humains qui les avaient aidés à guérir, la meute fantôme se tourna et trotta vers l'abri de leur forêt ancestrale, 4 ombres grises disparaissant dans la nature sauvage qui était leur droit de naissance. Alors que le dernier loup s'évanouissait de la vue, la petite main de Sarah se serra autour de celle de son père. « Ils iront bien maintenant, dit-elle avec une certitude tranquille, et ils n'oublieront pas. » Michael serra sa main en retour, sachant que pour eux deux, et pour Yellowstone lui-même, plus rien ne serait tout à fait pareil. Alors que nous sommes témoins du lien extraordinaire de la jeune Sarah avec la meute fantôme, il nous est rappelé une sagesse que beaucoup d'entre nous ont oubliée dans nos vies modernes. Souvenez-vous de l'époque où nous étions enfants, comment nous comprenions instinctivement le langage des animaux, avant que l'âge adulte ne nous apprenne à rejeter de telles notions comme des fantaisies enfantines. L'histoire de Sarah fait écho à l'Amérique dans laquelle nous avons grandi, où la nature sauvage gardait encore des mystères et où notre lien avec la nature était plus profond que ce que le monde rempli d'écrans d'aujourd'hui permet. Comme Michael, beaucoup d'entre nous ont vécu une perte qui a endurci nos cœurs, nous faisant oublier comment vraiment écouter les êtres chers, la nature, la sagesse tranquille que l'expérience apporte. Le voyage des loups, de victimes incomprises à créatures sauvages restaurées, reflète notre propre potentiel de guérison, même après une profonde blessure et un malentendu. Alors que nous entrons dans nos années d'or, le courage au cœur pur de Sarah nous met au défi de reconsidérer ce que nous pensons savoir, de nous ouvrir à nouveau à l'émerveillement et de reconnaître que parfois les plus jeunes d'entre nous portent l'ancienne sagesse que nous avons oubliée. Dans un monde de plus en plus divisé, peut-être pouvons-nous aussi retrouver notre chemin vers cette harmonie spéciale qui existait autrefois entre les humains et le monde naturel. Si seulement nous, comme Sarah, nous souvenions comment écouter avec nos cœurs. J'espère que vous avez apprécié l'histoire d'aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires comme celle-ci. Laissez un like et commentez ci-dessous ce que vous avez pensé de l'histoire. À la prochaine.